Bonjour à tous et à toutes, bienvenue au Point Culture pour ce dernier débat que nous organisons avec Présence et Action Culturelle et le Point Culture ici à Bruxelles. Donc c'est le résultat de tout un cycle que nous avons lancé en janvier dernier autour de 10 rencontres sur les politiques culturelles publiques en Fédération Wallonie-Bruxelles et plus largement sur les autres niveaux de pouvoir. Nous avons abordé à la fois le chantier de la médiation, les arts numériques, le dossier compliqué des arts de la scène, les musées. Enfin, on a fait un tour très très large sur les questions de politique culturelle avec à chaque fois des témoins qui sont venus alimenter ce débat. Et nous avions prévu avec nos partenaires de Point Culture de terminer par un débat où nous avions convié les présidents des 4 grands partis francophones qui nous ont chacun délégué quelqu'un ce midi que mon collègue Jean Cornil va vous présenter dans un instant. Alors ce débat-ci est un débat beaucoup plus transversal sur l'avenir des politiques culturelles pour la prochaine législature avec toutes les questions qui sont aujourd'hui sur la table, à la fois les questions du financement, les questions liées au transfert des compétences, les questions bien sûr liées à l'emploi, au statut de l'artiste, etc. Donc les questions sont nombreuses, un certain nombre d'acteurs s'en inquiètent, et donc ce sera l'occasion d'entendre les positions et les propositions des uns et des autres dans ce contexte difficile que nous connaissons aujourd'hui, et ce, à 3 jours du scrutin. Je tiens à remercier nos invités qui ont pris le temps sur leur temps de campagne de venir participer à ce débat et à le préparer. Et je vais céder tout de suite la parole à mon collègue Jean Cornil qui va co-animer ce débat avec moi et qui va d'abord situer une question un peu plus générale et avant ça, vous présenter nos invités. Merci Yannick, bonjour à toutes et à tous. Merci à nos 4 invités d'avoir eu la gentillesse de prendre un petit peu de temps dans leur agenda surchargé pour venir ici au Point Culture ce midi. Je vous présente Richard Miller, qui est candidat, qui est ancien ministre de la Culture, qui est député wallon, philosophe, écrivain et candidat au Parlement wallon. Non. À la Chambre. Ah, j'ai mal préparé mon dossier. Mais ça me permet de le dire. Voilà. Et candidat à la Chambre. Merci, Richard. Puis, monsieur Quentin Aïwa, qui est candidat pour le CDH à la région, qui a été qui est le secrétaire politique de la section du CDH de Watermal-Boisfort, si je ne me trompe pas, et qui a été conseiller et actif dans les milieux de la culture pour le CDH. Monsieur Benoît Ellings, qui est sénateur et qui est 2e candidat à la Chambre dans la circonscription électorale de Bruxelles pour Écolo. Et enfin, Marie Arena, ministre-présidente de la communauté française, ministre au fédéral, sénatrice et tête de liste aux élections européennes pour le Parti socialiste. Merci à vous 4 d'avoir eu la gentillesse de répondre à nos questions, à nos interrogations, à nos titillements. Et je voudrais d'abord vous poser une première grande question de politique, je dirais, vraiment très générale. Je voulais avoir votre sentiment politique et culturel sur ce qu'il me paraît être aujourd'hui un basculement d'époque absolument essentiel qui, pour le dire très rapidement et de manière un peu caricaturale, nous fait basculer de l'écrit à l'écran, de la société, je dirais, de l'écriture à la société de l'information, à la société de la communication. Avec beaucoup d'effets, la fracture numérique, les grands groupes comme Google, Amazon, qui sont en train, je dirais, de laminer les petites entreprises, les petits libraires, cette mondialisation de la culture, cette marchandisation de la culture, de la production culturelle et de la consommation culturelle. Quelle est votre analyse, quel est votre sentiment et quelle est votre réaction politique en 5 minutes? Je sais, je suis court et la question est large, donc je vous demanderai, pour permettre effectivement d'aborder des questions aussi plus directes qui concerne ici le monde culturel en communauté française, mais je voulais avoir votre sentiment sur cette grande question-là du basculement culturel d'aujourd'hui. On était à Gutenberg, on est aujourd'hui à Jeff Bezos. Qu'est-ce que ça change dans le monde et dans les pratiques culturelles? Monsieur Miller.
Merci. Bon, ben alors je vais répondre rapidement en 5 minutes sur un thème qui est d'une complexité colossale, hein, donc tout le monde en est conscient. Voilà quelques aspects. Bon, tout d'abord, on n'arrête pas la création. La création se poursuit, continue, se développe sur tout un ensemble de canaux, tout ce qui a toujours été possible à travers les siècles qui nous ont précédés, ici découvre un outil. Un outil de création et de diffusion qui n'a jamais eu de précédent dans notre histoire. C'est une révolution totale qui est occupée de s'accomplir avec le fait que les matériaux culturels que sont les mots pour les écrivains, les formicouleurs pour les peintres, sculpteurs, les sons pour les musiciens, se retrouvent repris, identifiés sur un même support, le support numérique auquel on ajoute de la mémoire. Et donc il y a une espèce de mise à plat de tout ce qui était, de tout ce qui relevait des cultures, de la création. C'est à la fois peut-être une chance extraordinaire avec de nouveaux canaux de développement, notamment de diffusion. Beaucoup de jeunes musiciens trouvent sur Internet la possibilité de se faire entendre, possibilité qu'ils ne trouvaient pas avec les canaux classiques, disons. Donc c'est une première chose. Mais on ne peut pas nier que il y a un risque, il y a un risque énorme qui touche à l'essence même de la culture, à savoir une certaine forme de déshumanisation de la création artistique et culturelle, où ce sont finalement les grosses sociétés, comme vous le disiez, qui finalement choisissent ce qui peut être diffusé, et en général ce qui est diffusé est ce qui est artistiquement souvent peut-être le moins créatif. Donc là, il y a un immense danger, c'est la raison pour laquelle je pense qu'il faut absolument maintenir des politiques publiques qui garantissent les mécanismes de création qui reviennent vers l'humain, vers les êtres humains et les préservent sur ce support-là. Il y a un autre enjeu essentiel, c'est le débat européen. C'est évidemment le débat européen. L'Europe est occupée de prendre un retard impressionnant par rapport à ces nouveaux outils. On apprend encore aujourd'hui Netflix qui va venir diffuser sur le territoire européen. Donc je suis un Européen convaincu et tout. J'aime l'Union européenne. Je ne veux pas commencer à critiquer, mais je ne peux pas cacher une déception par rapport à la réponse que l'Union européenne n'a pas été capable de développer jusqu'à présent par rapport à cela. Il manque une politique européenne plus générale qui permette justement de faire front à ces difficultés. Voilà. Merci beaucoup, Monsieur Miller. Monsieur Ayoua, je vous en prie. Voilà, c'est une vraie question philosophique, j'ai l'impression, et je pense qu'on pourrait en parler toute la journée. Donc, je pense essentiellement que c'est une question d'opportunités, de nouvelles opportunités. Comme le disait Richard, cette multitude d'expressions culturelles qui se développent, qui se confrontent, qui s'internationalisent, c'est quelque chose qui... Le train est en marche et on se demande aussi un petit peu comment on va l'arrêter. Alors, j'y vois aussi une formidable opportunité pour l'industrie, une industrie culturelle. Ça nous invite aussi, ce passage au numérique, à revoir tous nos modèles conceptuels et surtout nos différences en termes de communauté et de région dans notre État belge. La culture, historiquement, est née avec la communauté a porté la culture. La région wallonne et la région bruxelloise ont porté tout ce qui était l'industrie, et on se retrouve actuellement à un croisement qui me semble intéressant et porteur de nombreuses opportunités. Ça nous interroge aussi sur la formation et les outils qu'on donne à nos jeunes. Au CDH, on est convaincu qu'il faut outiller les jeunes dès le plus jeune âge pour pouvoir appréhender tous ces outils de production qui sont plus bêtement un pinceau, une plume pour écrire. Donc à ce niveau-là, il y a un travail énorme d'éducation aux médias à réaliser.
Ce qui nous fait aussi un petit peu peur, c'est cette forme d'élitisme et d'émergence qui pourrait être destructeur de diversité culturelle. Donc, comme le disait Richard Miller, cette confrontation à l'international pose clairement la question du soutien qu'on doit encore apporter ici aux émergents en communauté française. Je pense qu'il ne faut pas les négliger. Effectivement, c'est beaucoup plus facile de pouvoir diffuser son produit culturel, mais le soutien de base reste quelque chose, à notre avis, d'essentiel. Et donc il faut clairement aussi assurer des garde-fous pour pouvoir permettre à ces émergents de continuer à exister. Voilà. Merci, Monsieur Aïwa. Monsieur Elling, je vous en prie. Vous voulez que je prenne quel micro? Celui que vous voulez. Donc, bonjour à toutes et à tous. Le débat mériterait un livre, peut-être un livre numérique, mais alors on va le faire en 5 minutes. Donc, il y a quelques années, qui aurait dit que Belgacom, opérateur téléphonique, allait devenir un opérateur de télévision, et le principal, d'ailleurs, distributeur de télévision en communauté française. Vous, qui était un opérateur au départ, un télédistributeur, est devenu un opérateur de presse, mais aussi est devenu un opérateur téléphone. Donc, tout ça a changé en quelques années. Et la médiathèque est devenue un point culture. Donc, clairement, il y a une évolution technologique impressionnante. Aujourd'hui, les principaux vecteurs de culture sont devenus en fait les opérateurs télécoms, au sens large, qui soient originellement des téléphonistes ou des câblo-distributeurs. Et donc, il faut que les pouvoirs publics en tiennent compte. Vous avez dit, Monsieur Miller, que le danger était la déshumanisation. Moi, je ne pense pas que la culture numérique et le développement de la culture sur le numérique déshumanisent quelque chose. Au contraire, c'est la première fois dans l'histoire de l'humanité où on a une véritable interaction possible. Ce qui n'était pas possible du temps où la culture était strictement diffusée, soit par les canaux télévisuels ou par le théâtre, qui reste quelque chose de très important comme diffusion, mais qui n'est pas interactif, hein, ou en tout cas il est interactif que par certains moments. Donc il faut voir ça comme une opportunité. La culture numérique, la diffusion de la culture par le biais numérique permet une interactivité et donc une plus grande interaction entre les artistes et leur public. Le danger de la culture numérique, pour les écologistes, c'est l'uniformisation. Parce que même si la culture est rendue plus accessible, y compris pour des artistes émergents, Arctic Monkeys qui se fait connaître par Internet, c'est bien, mais on constate quand même que la plupart des choses regardées sur YouTube, en streaming ou ailleurs sur d'autres plateformes, par les jeunes ou les moins jeunes, ou le téléchargement légal ou illégal, restent les grandes machines sponsorisées, dont on fait la publicité par d'ailleurs des médias traditionnels, télévisuels ou papier dans la rue, etc. Donc, il existe une véritable opportunité à la fois pour les acteurs culturels, quel que soit leur type, public, privé, mais en particulier pour les acteurs culturels publics, qui sont institutions culturelles, de radio, télévision ou autres, de pouvoir garantir l'accès pour les artistes émergents à la diffusion par le numérique. Et je pense que c'est à cela qu'on doit réfléchir à l'avenir, c'est comment faire en sorte d'utiliser l'outil Internet comme un outil de diffusion, y compris pour les artistes émergents, parce que les grands artistes, ils ont déjà très bien compris. Madonna, elle a signé un accord de très long terme avec Live Nation, dont l'objectif est quoi? De faire des concerts qui lui rapportent de l'argent et accessoirement d'être présente sur les réseaux sociaux ou sur Internet de façon générale. Donc très bien pour elle, elle gagne bien sa vie, mais l'enjeu pour nous qui sommes soucieux, enfin nous sommes tous ici soucieux de l'artiste émergent, belge francophone, c'est à mon avis dans ce sens-là qu'on doit travailler. Et donc, il faut adapter à cette donne. Et cette donne, voilà, le point culture s'y adapte déjà. Mais je pense que c'est quelque chose qui doit concerner l'entièreté des institutions francophones, aujourd'hui subsidiées par les pouvoirs publics. C'est ne pas oublier la dimension diffusion et interactive que permet le développement du numérique. Ah oui, je terminerai que c'est particulier, puisque moi j'ai abordé la question de la culture par mon mandat au Sénat, en ayant déposé une proposition de loi, maintenant il y a 4-5 ans, sur la licence globale, c'est-à-dire une participation des fournisseurs d'accès Internet à la création et aux artistes, puisque de facto, c'est ce constat qu'on a fait il y a quelques années,
qu'aujourd'hui, les principaux diffuseurs de culture sont devenus les fournisseurs d'accès Internet. Et donc, c'est un élément sur lequel on reviendra, mais il y a une dimension au-delà des subsides, au-delà de la subside à la création et aux institutions culturelles, quel que soit leur type en communauté française. Il y a aussi une dimension fédérale et européenne à la question de la culture. Et c'est clair que le numérique nous incite à nous réinterroger. En tout cas, nous, il n'y a pas de problème. Les écologistes ont depuis très longtemps une position sur l'impact du numérique dans la culture, et on y travaille depuis de très nombreuses années. Merci, Monsieur Ellings. Madame Arena, je vous en prie. Merci beaucoup pour l'invitation et pour débattre de cette question. Et comme le disait Benoît, ça mérite vraiment qu'on fasse une après-midi complète sur cette question. Et moi, je relèverai les questions que soulève la question du numérique. Donc, premièrement, le numérique, pour moi, c'est un canal de distribution et de diffusion. Et c'est aussi, et Richard l'a dit, c'est une nouvelle technologie de création. Donc, on voit, par le biais du numérique, la capacité de créer de nouvelles œuvres qu'on n'aurait pas eu sans la question du numérique. Donc à la fois c'est la question de la distribution et à la fois c'est la question de la technologie utilisée au travers du numérique. Alors ça ouvre des questions et des chantiers. On l'a abordé, la question de la diversité. Il faut que nous puissions veiller à ce que la diversité culturelle puisse être défendue par le canal du numérique. On a aujourd'hui des plateformes numériques qui ne sont pas celles qui défendent le mieux la question de la diversité. Donc il faut qu'on puisse travailler sur cette question de l'accessibilité à la fois pour celui qui consomme la culture, mais aussi pour celui qui crée la culture. Donc il y a cette double entrée par rapport à l'accessibilité, donc diversité, accessibilité, propriété. Alors on entend souvent, et tu l'as dit Benoît, c'est les diffuseurs qui disent « mais sans nous, l'artiste n'existerait pas ». Et nous disons « sans l'artiste, c'est-à-dire sans le contenu, la diffusion n'aurait pas de sens. C'est-à-dire qu'il n'y a rien à diffuser s'il n'y a pas de contenu. » Et donc là, il faut qu'on trouve le point d'équilibre entre diffusion, création, qui se rémunère par rapport à cette filière numérique. Aujourd'hui, la force est du côté des diffuseurs, et donc il faut qu'on puisse ramener un équilibre auprès des créateurs. Et donc ça me semble la troisième question qui est posée. La quatrième est aussi la question du maintien de l'œuvre. Qu'est-ce qu'il advient de l'œuvre qui est posée sur le numérique? Et donc comment on peut, dans 10 ans, dans 20 ans, retrouver les œuvres du numérique d'aujourd'hui? C'est quelque chose d'important. On oublie parfois, on est tellement dans l'instantanéité et dans la consommation aujourd'hui et maintenant, qu'on oublie qu'on aura besoin, dans 10 ans, dans 20 ans, de savoir quels étaient les courants artistiques qui ont traversé nos sociétés, parce que l'art, c'est aussi ça, c'est aussi de voir comment nos sociétés s'imprègnent, génèrent, acceptent, rejettent un mouvement artistique, et donc pouvoir avoir cette analyse-là dans une tendance historique me semble important pour l'analyse de nos sociétés. On l'oublie souvent parce qu'on est dans des sociétés de consommation, ici et maintenant, et parfois l'art est considéré comme une société de consommation. Et donc moi je pense que cette question de la durabilité de l'œuvre est une dimension qu'on doit absolument aborder dans la question du numérique. Merci beaucoup, Madame Arena. Yannick, je t'en prie. On peut réagir à un chouïa, 15 secondes. 15 secondes, sans problème. 15 secondes, c'est parce que je reprends ce que Benoît a dit à propos de la déshumanisation. Bien entendu que nous craignons tous ce que Benoît a appelé l'uniformisation vis-à-vis ces nouveaux canaux. Mais je maintiens cette crainte que je ressens, que j'éprouve par rapport à une forme de déshumanisation. Nous savons tous, nous connaissons tous la différence qu'il y a entre participer et assister à un spectacle des arts vivants avec des acteurs, avec une musique qui est interprétée, avec des instruments dans la salle, et ce qui est repris, notamment par de l'analogique. C'est déjà la différence entre le disque analogique et le CD. La musique du CD est comme si elle était un peu aplatie, elle ne correspond déjà plus à la sonorité des instruments. Sur le net, c'est encore autre chose, etc. etc. Donc, je maintiens ce que je dis. Moi, je crains, à travers ces nouveaux canaux, la perte de contact avec ce qui fait finalement l'essence de toute œuvre d'art, à savoir l'être humain. Yannick, je t'en prie. Merci, Monsieur Miller. Alors, on va aller un peu plus loin dans la discussion. Là, on a un peu posé un cadre général qui est basé un peu sur les grandes mutations que connaît notre société aujourd'hui et l'effet que ça a sur les pratiques culturelles. Mais ces derniers mois et ces dernières semaines ont été beaucoup traversés par
par un débat qui ne concerne pas les tuyaux, mais plutôt les acteurs et les producteurs, à savoir les artistes, le rôle et le statut qu'on leur accorde aujourd'hui dans notre pays, avec une modification législative importante qui est intervenue et qui a soulevé un certain nombre de débats, de critiques, et qui en tout cas a créé une certaine inquiétude dans les milieux culturels et artistiques. Et donc nous avions décidé, au moment où on a monté ce cycle, que dans ce débat-ci, nous prendrions le temps d'aborder avec chacun d'entre vous cette question, qui a d'ailleurs été abordée dans d'autres débats culturels ces dernières semaines, heureusement. On peut s'en réjouir qu'effectivement, il y a quand même eu un certain nombre de débats sur les politiques culturelles dans cette campagne électorale. Alors voilà, on a parlé un peu des tuyaux et de la transformation des pratiques. Parlons un peu maintenant voilà, des artistes, de ceux qui font, qui créent la production culturelle au quotidien, de ceux auxquels on peut s'identifier, de ceux qui à côté ou dans la marchandisation, ça dépend des cas, essayent aussi de vivre de leur art et de leur pratique artistique, avec soit dans les institutions, soit de temps en temps hors des institutions. Alors, ce débat, il est porté au niveau fédéral, puisque c'est là que des décisions importantes sont prises, mais il va aussi demain rebondir sur les régions et les communautés dans le cadre du transfert des compétences. Et plus largement, nous souhaitons pouvoir aborder la question de l'emploi artistique et culturel plus dans sa globalité. Donc ça concerne aussi directement les régions et les communautés. Alors je ne sais pas quel est celui ou celle qui veut se lancer. Marie Arena. Il paraît honneur aux femmes. Absolument. Vous êtes la seule à la table. Merci pour cet honneur. Bon, tout d'abord, plusieurs choses par rapport à la situation du statut et de manière générale par rapport à la question de l'emploi. Moi, j'ai d'abord envie de parler de l'emploi dans le secteur artistique, et je me souviens quand j'ai été ministre de l'Emploi et de la Formation il y a bien longtemps en région wallonne, on a beaucoup travaillé sur la question du non-marchand. Et il s'est avéré sur cette question du non-marchand et des emplois du non-marchand qu'il a été nécessaire, utile, de travailler sur la question du cadastre de ces emplois pour savoir exactement de quoi on parle, comment on parle, de qui on parle, de quels secteurs sont concernés. Et je pense que par rapport au secteur artistique, il va être utile et important de faire exactement le même travail. Aujourd'hui, on n'a pas, ou en tout cas, vous me faites signe si c'est le cas, s'il y a aujourd'hui un outil qui permet de savoir où sont ces emplois, dans quel secteur, quelles sont les évolutions, avec quels subsides, comment les décisions sont prises, où elles sont prises. Si vous me dites que ça existe, parce que moi j'ai quand même, par rapport à la communauté et par rapport à la région, un petit peu pris de la distance, si vous me dites que ça existe, alors on passe à autre chose. Mais je pense que si cela n'existe pas, c'est une force par rapport à une capacité de négociation du secteur culturel pour l'avenir, pour aller de l'avant pour, sur base des failles que ce statut propose aujourd'hui, de proposer un certain nombre de solutions qui à la fois sont des solutions de subsidiation, mais aussi des solutions de bien-être du secteur culturel. Donc à mon avis, il serait utile de pouvoir disposer d'un cadastre tel que celui-là, de l'emploi dans les secteurs artistiques. Première chose, moi je préfère parler d'emploi d'abord, et ensuite parler de statut, c'est-à-dire quand on sait à quoi on a affaire, comment on a affaire et comment ça se structure, alors parlons effectivement de l'enjeu du statut. Alors, première idée, on pourra en discuter entre nous. Deuxième chose, par rapport au statut tel qu'il a été modifié actuellement au niveau du fédéral. Là, on est bien au niveau du fédéral, avec, tu l'as dit Yannick, la partie ONEM qui risque, dans le cadre de la réforme de l'État, de revenir dans le giron régional, vu que les contrôles en tant que tels seront des contrôles organisés par les régions à l'avenir. Mais la modification et les réformes actuelles sont des réformes qui ont été prises effectivement au niveau du fédéral. Alors, il y a parfois, je ne sais pas dans le chef des personnes qui sont ici, mais quand j'entends la question du statut d'artiste, il y a une confusion entre la réforme ONSS
et la réforme chômage. Il faut bien faire la distinction entre les deux. La réforme ONSS, qui est une réforme de la couverture sociale, donc c'est-à-dire, en Belgique, on a soit le statut de salarié, soit le statut d'indépendant, en gros. Et en 92, Laurette Onkelins, à l'époque, a dit il y a entre ces deux statuts quelque chose à créer qui n'est ni le statut de salarié, ni le statut d'indépendant, mais qui va se raccrocher à ça pour créer ce qu'on appelle le 1 bis, qui est le statut qui permet à des artistes d'accéder à la couverture sociale. C'est important de faire la distinction, parce qu'on n'est pas moins ou plus artiste si on est indépendant, si on est salarié ou si on est 1 bis. On est tout autant artiste, mais c'est simplement une orientation en fonction de la réalité vécue par cet artiste qui permet de couvrir par le 1 bis un statut particulier qui tient compte de la question de l'intermittence et qui tient compte du fait qu'on n'est pas dans un lien de subordination. Quand on a un peintre qui vend une œuvre, eh bien, il n'est pas dans une relation contractuelle avec son acheteur, et donc il était utile de créer quelque chose à ce niveau-là. Alors la réforme, elle a été demandée par les partenaires sociaux, ONSS, je parle bien, la réforme ONSS, par les acteurs des secteurs culturels, et qui a abouti à une proposition qui est de dire on va créer une commission des artistes, parce qu'on était confronté à une difficulté qui était de faire une liste exhaustive de ce que l'on considérait comme étant prestations artistiques. Et c'est compliqué à la fois pour le politique d'aller dans une liste exhaustive de ce que l'on appelle la prestation artistique, mais j'ai cru entendre que c'était aussi compliqué pour les artistes de le faire. Et donc ce qu'on a dit, c'est qu'on allait créer, et c'est la réforme qui est proposée au niveau de l'ONSS, de la réforme ONSS, 1 bis, c'est de créer une commission composée à la fois de l'admin... Donc, il y aura bien entendu des représentants de l'ONEM qui sont dedans, CQ. Donc, il y aura des représentants de la communauté française et communauté flamande, donc c'est-à-dire ceux qui gèrent la question de la réalité de la création artistique dans les deux communautés. Mais il y aura aussi des représentants du secteur artistique eux-mêmes, tant francophones que néerlandophones. Et donc là, il y aura une commission qui va travailler au cas par cas sur ce que l'on appelle à la fois la question du visa, et donc qui donnera la possibilité à un artiste d'être reconnu en prestation artistique pendant 5 ans à l'intérieur de ce visa qui lui aurait été donné, et de faire l'adéquation entre ce visa, cette reconnaissance, et la prestation. Et on demande à cette commission d'établir une jurisprudence en fonction aussi de l'évolution de la réalité artistique. On se donne souvent l'exemple, il y a quelques années, on n'aurait pas considéré la production BD comme étant une production artistique. Ça l'est aujourd'hui. Ce qu'on veut aussi éviter par rapport à cette réforme, ce sont les abus. On a aussi rencontré des employeurs qui auraient pu donner un contrat de travail, qui ne l'ont pas donné parce que c'était plus avantageux pour eux d'aller vers le 1 bis de l'époque, c'est-à-dire ça leur coûtait moins cher de le faire de cette manière-là. Et donc nous privilégions, en tant que socialistes, le contrat de travail. Pourquoi ? Parce qu'il donne plus de couverture aux artistes selon cette couverture sociale qui est organisée en Belgique. Donc on privilégiera toujours le contrat de travail, plus que 2 jours, le contrat de travail, mais on doit donner cette possibilité de l'exemption à un moment donné, mais en contrôlant des abus qui pourraient avoir lieu, non pas auprès de l'artiste, mais en général auprès de l'employeur qui, lui, aurait pu donner un contrat de travail, mais qui s'organise pour ne pas le donner. Donc on doit aussi veiller à cette question du contrat de travail qui aurait pu, et on a vu, des artistes qui ont dû renoncer à leur contrat pour passer dans le 1 bis. Enfin, je ne sais pas s'il y en a qui ont été concernés ici, mais il y en a. Et donc on ne peut pas, par le biais d'une offre du 1 bis, permettre de diminuer la couverture sociale des artistes. Donc ça a été la réforme qui a été faite au niveau de l'ONSS. Et je dois le rappeler, elle a été faite avec le dialogue avec les artistes. Et cette réforme, au niveau de l'ONSS, elle n'a pas été attaquée au niveau du Conseil d'État
c'est la réforme qui a été mise en place par Maggie de Bloch, aujourd'hui, qui est aujourd'hui attaquée par le Conseil d'État. Monica de Oh Koning. là là, Non, on est vraiment fatigué. Monica de Koning, désolée. Je sors d'un autre débat sur l'immigration. Ne et vous donc, inquiétez pas. C'est un peu la même chose. C'est tout des et migrants. donc, désolée, de Monica de Koning, désolée, sur la question de la réforme chômage. La réforme chômage, alors, je tiens à rappeler que c'est un arrêté qui est un arrêté pris uniquement dans le chef de la ministre de l'Emploi. Ce n'est pas un arrêté de gouvernement, c'est un arrêté qui a été pris par la ministre de l'Emploi et elle a la possibilité de le faire. Donc, cette réforme, aujourd'hui, le Parti socialiste dit s'il y a des éléments positifs dans la réforme de Koning, il y en a, je pense. Il y a des réformes il y a des points qui sont négatifs dans cette réforme, et je citerai par exemple la question du calcul du cachet, qui aujourd'hui est un problème actuellement sur l'accès au droit au chômage. Et donc, il faudra remettre cette question sur la table. La réforme a été prise, et je pense qu'elle a quelque chose de positif dans la mesure où, si on restait dans la situation actuelle, l'ONEM avait la possibilité de l'interprétation restrictive qu'elle a d'ailleurs imposée. Et donc, s'il n'y avait pas de réforme, l'ONEM avait la possibilité de le faire de manière extrêmement restrictive. Et ça a été ce qui s'est passé, c'est-à-dire avec des artistes qui se sont fait exclure d'un certain nombre de droits, mais aussi rentrer rapidement dans la question de la dégressivité. Donc, il faut aujourd'hui, sur cette question-là, remettre le dialogue avec les artistes pour faire en sorte qu'il n'y ait pas de pénalité qui soit imposée aux artistes. Merci, Madame Arena. Monsieur Ellings, je vous en prie. Alors, je vais sensiblement dire des choses un peu différentes. Écolo et Groen étaient dans l'opposition au niveau fédéral et à la Chambre en particulier où s'est tenu ce débat sur la réforme à la fois du statut de l'artiste mais aussi la réforme du chômage. Écolo et Groen et en particulier sa députée Zoé Genot ont joué un rôle moteur. Elle s'est battue comme une lionne pour lutter contre ces deux réformes aux conséquences gravissimes qui a créé aujourd'hui la colère qui gronde et qui fait plus que gronder. Pour ceux qui étaient au Théâtre du Parc il y a une dizaine de jours, on a bien senti que les artistes crevaient de faim, tout simplement. Alors, il y a deux choses. Dès 2011, l'ONEM avait déjà changé les règles de chômage par rapport au statut de l'artiste et avait restreint les règles au nom d'abus. À l'époque, les associations d'artistes, très nombreuses, et Zoé Genot avait dit « Mais pourquoi l'ONEM restreint-il les règles ? Et au nom de quels abus pouvez-vous me citer quels abus, quelles statistiques par rapport aux abus ?» Et jamais la ministre socialiste, flamande certes, mais socialiste de l'emploi, n'a pu répondre concrètement sur quels étaient ces abus qui justifiaient une telle réforme, premièrement. Il y a deux volets, comme l'a dit ma collègue, le statut social, qui dépend de Loretta Koelings, je vais y revenir, et la réforme chômage, qui dépend de Koning, socialiste SPA. Sur le volet statut social, alors, ok, une commission de 14 personnes va pouvoir rendre un avis sur c'est quoi un artiste, être un artiste aujourd'hui. Le problème, et on le sait aujourd'hui, c'est que le métier d'artiste, c'est laissé à l'appréciation de chacun. Aujourd'hui, c'est laissé à l'appréciation de l'ONEM. Demain, ce sera laissé à l'appréciation d'une commission composée avec 14 membres, dont 3 représentants des artistes seulement. Je pense que là, il aurait fallu une plus grande représentativité des personnes concernées, évidemment du secteur dans son ensemble, mais des personnes principalement concernées, les artistes. 3, pour nous, c'est beaucoup trop peu pour pouvoir donner quelle sera la nature artistique d'un métier. Deuxièmement, le volet chômage, qui est le volet le plus grave. Ça participe d'une politique plus générale. La restriction de droits aux allocations, la dégressivité des droits de chômage, l'exclusion des chômeurs, c'est quelque chose qui ne concerne pas les artistes seulement. Mais les artistes sont, comme toujours, et malheureusement dans leur cas ici, l'avant-garde, et subissent de plein fouet des restrictions très claires, qui ont un objectif qui est, au-delà d'être un objectif économique, qui est minime, parce que les exclusions du chômage ne rapportent pas des centaines de millions d'euros à l'État fédéral, par rapport aux intérêts notionnels qui lui font perdre 6 milliards, les 450 000 ou 500 millions éventuels qui gagneraient, c'est peanuts par rapport au budget de l'État. Par contre, c'est une lutte idéologique, et clairement, Monica de Koning a entamé une lutte idéologique qui fait qu'aujourd'hui, des contrôleurs de l'ONEM disent vous êtes artiste, mais trouvez-vous un vrai métier, et c'est ça que les artistes nous disent.
Et ça ne va pas parce qu'aujourd'hui, de facto, et c'est le mérite qu'a le débat aujourd'hui issu de la catastrophe sociale que les artistes sont en train de vivre, c'est de voir qu'en fait, comme ça a été dit au débat du parc très justement, l'ONEM est devenu, c'est vrai aujourd'hui, un financeur de culture. Pourquoi ? Et là j'en viens au fond du problème, c'est que le statut de l'artiste aujourd'hui n'est pas un vrai statut de l'artiste. Il n'englobe pas les techniciens, ou imparfaitement. Et aujourd'hui, sans technicien, il n'y a pas d'œuvre, il n'y a pas d'artiste, il n'y a pas de métier d'artiste. Et donc le statut est imparfait, il est lié au chômage, pour des raisons historiques sur lesquelles je ne vais pas revenir. C'est le compromis intervenu à l'époque, il y a une quinzaine d'années, lorsqu'on a établi le statut de l'artiste. Mais de facto, ça rend l'ONEM co-gestionnaire de la culture, ce qui ne va pas. Et donc, il faut travailler à long terme à un vrai statut de l'artiste. Un statut, je veux dire, allez, la réforme du statut de l'artiste date, je vais prendre les dates exactes, de janvier-février 2014. Donc, je veux dire, moi, j'entends bien mes collègues qui vont me dire, des trois partis ici, on peut réformer le statut de l'artiste. Je veux dire, on l'a réformé il y a 6 mois. Hein. On pouvait le faire concrètement il y a 6 mois, la réforme du statut de l'artiste. Mais clairement, il faut dissocier chômage et statut de l'artiste. C'est évident. Il faut sortir de ce principe qui fait que la valeur d'une œuvre ou du métier d'artiste est mesurée par des contrôleurs du chômage. Ça ne va pas. Ça ne va pas. Et donc, il faut clairement avancer dans ce sens-là. Ma collègue a fait un rapport avec l'asile et l'immigration, involontaire bien sûr, mais je pense que la question qu'on doit se poser... Non, mais c'est un lapsus, mais qui est intéressant. Parce que, comme tous les lapsus, moi je crois très fort à ça, surtout en politique. Vous en prie. Attention à ce que tu dis. Vous en prie. Attention à ce que tu dis. Oui, donc voilà, si j'en fais un, ça voudra dire beaucoup. C'est qu'aujourd'hui, dans la situation économique dans laquelle on vit, il s'agit de pouvoir déterminer qui est le coupable de ce qu'on est en train de vivre. Et tant dans le dossier de l'immigration que dans le dossier du chômage, et qui concerne accessoirement les artistes, et au premier chef les artistes, celui qui est déterminé comme le responsable de sa situation ou de la situation économique, c'est le plus faible, à savoir l'immigré, l'immigrant, le candidat immigré, le candidat à l'asile et le chômeur. Et pour nous, c'est insupportable. Parce que c'est les artistes qui, justement, avec d'autres, nous montreront l'horizon pour sortir de cette crise. Et les artistes, c'est ça. C'est toujours aller un pas plus loin, hein, quelle que soit leur matière de prédilection. C'est toujours montrer un devenir, un horizon. Et si on tue les artistes, alors on n'aura plus d'horizon. Merci, M. Ellings. Madame Arena, vous vouliez un tout petit peu réagir, et puis je vous passe la parole, M. Aïwa, M. Miller. Juste un peu par rapport à la commission, et donc quand on dit qu'il n'y a que 3 représentants, on est quand même, donc on a bien dit qu'on était dans le cadre d'une démarche fédérale. Et donc, on est bien dans une commission fédérale où il y a des francophones et des néerlandophones. Donc, il y a 6 représentants directs des acteurs artistiques dans cette commission, 3 néerlandophones, 3 francophones. Mais il y a aussi, et il faut le souligner, dans le cadre des représentants qui ne sont pas les représentants directs des artistes, il y a comme organisation dite patronale les organisations des membres de l'Orchestre Royal de Chambre de Wallonie, de l'Association des Centres Culturels de la Communauté Française, du Théâtre Le Public, de la Saban, de la SBL Overleg Kunst Organisatie, de la SBL Erita, du T-Théâtre, et ainsi de suite. Et donc, il y a aussi dans les organisations patronales des représentations qui sont des représentations artistiques dans l'organisation de la commission. Je voulais le préciser pour qu'on ne dise pas c'est une commission qui finalement ne va avoir que 3 représentants artistiques à l'intérieur et donc avec des gens qui n'ont aucune sensibilité sur la question artistique. Merci, Madame Arena. Monsieur Aïwa, je vous en prie. Merci. Je vous en prie. Voilà. Moi, je pense que je vais être un petit peu plus terre à terre et je ne sais pas si je vais m'attirer la sympathie de tout le public, mais je voulais en tout cas rappeler les objectifs principaux qui étaient cette révision du statut de l'artiste. L'idée principale quand même, c'est de renforcer la philosophie même du système. Alors, quand on parle de lutter contre les abus, moi je trouve ça éminemment péjoratif, la lutte contre les abus. Je pense qu'il fallait principalement, et c'est ce qu'on s'est attelé à faire, à limiter les abus. Le sens des 2 mots est fondamentalement différent et tout le monde se retrouvera sans doute dans le fait que la lutte a quelque chose de très intrusif et de très je vous montre un gros doigt parce que vous avez fait une grosse bêtise.
c'est pas du... à l'ONEM alors, parce que c'est ce qu'ils font là-bas. Voilà. Monsieur Ayoua, je vous en prie. Voilà, donc en ce qui concerne le visage, je pense aussi là qu'il faut revenir sur quelque chose d'essentiel. Ce n'est pas en tant que tel la qualité artistique qui va être examinée par cette commission. C'est tout simplement le métier et le travail d'artiste, point barre. Donc c'est quelque part une formalité qui permet, sur la base d'une déclaration sur l'honneur, à l'artiste de pouvoir effectuer son travail dans des conditions tout à fait normalisées et sans plus devoir justifier en permanence ce qu'il faisait. Voilà, donc pour nous ça c'est aussi une avancée significative. Alors, est-ce que nous sommes favorables à une extension du statut pour les techniciens? Alors, nous l'avons clairement dit non, pour une raison toute simple, c'est que ces personnes bénéficient d'un contrat de travail. Et pour nous, au CDH, on estime quand même essentiel et beaucoup plus valorisant de bénéficier de ce statut-là. Donc voilà, au niveau de l'extension pour les techniciens. Voilà. Merci, monsieur Ayoua. Monsieur Miller, je vous en prie. Oui. Après, on va vous donner la parole. On donne la parole à la salle. Très bien, merci. Mais effectivement, il y a déjà beaucoup de choses qui ont été dites et Marie-Arena a bien recadré l'ensemble de la problématique. Donc je vais essayer de ne pas répéter tout ce qu'elle a dit. J'ai entendu Benoît Ehlings. Benoît dit, il a parlé des intérêts notionnels, il a parlé des sans-papiers, il a parlé des politiques en matière de chômage, etc. Donc moi je vais essayer de rester sur le sujet du débat, à savoir la création artistique et comment faire pour financer vraiment la création et la diffusion culturelle au sens large. Alors, évidemment, j'ai une certaine habitude des débats et j'en ai mené quelques-uns avec Benoît Ehlings, qui est un excellent parlementaire, donc ça n'a rien de... C'est pas du tout polémique ce que je dis. Non, c'est parce que je voulais quand même le signaler. Mais ce n'est pas... ma remarque n'est pas anodine. Elle n'est pas aussi anodine qu'elle n'y paraît. En fait, je pense très sincèrement qu'une des grandes difficultés de l'absence d'un véritable statut pour les artistes vient aussi du fait que le secteur n'a pas non plus toujours été en mesure de se faire entendre, de s'organiser, de se battre. Vous pouvez sourire, mais on peut reprendre l'histoire comme vous voulez. Il suffit de regarder un petit peu le passé. Moi, je prétends vraiment avec vigueur que si aujourd'hui, en 2014, il n'y a toujours pas un statut pour l'ensemble des personnes qui ne sont pas des chômeurs, c'est pour ça que je fais la remarque par rapport à Benoît. Il ne faut pas mêler les dossiers, il ne faut pas mêler des choses qui ne sont pas les mêmes. Ce qui se passe avec... mais non, pas du tout, écoute ce que je vais dire. Ce qui se passe à l'heure actuelle aujourd'hui, ça n'a rien à voir avec les politiques qui sont mises en place par le gouvernement, qui ont été mises en place par le gouvernement fédéral au niveau des politiques d'emploi, du chômage, etc. Ici, nous sommes sur un cas tout à fait particulier. C'est la nécessité d'arriver à définir et à mettre en œuvre un véritable statut pour des gens qui ne sont pas des chômeurs. Les artistes sont des gens qui travaillent et qui travaillent vraiment et qui dépensent une énergie et qui font des investissements financiers et en temps, etc., pour arriver à créer leur œuvre dans une société qui se prétend toujours être la société du 3e millénaire, etc., etc. Moi, je vous dis que s'il n'y a pas eu la possibilité de définir un statut approprié aux spécificités du travail des artistes et des travailleurs artistiques, c'est tout simplement aussi parce que, au niveau de la concertation sociale, au niveau des grandes formations syndicales et aussi très probablement au niveau du patronat, il n'y a pas eu la volonté d'avancer. Parce que s'il y avait eu cette volonté d'avancer, et c'est la raison pour laquelle je dis que ce qui se passe aujourd'hui doit être l'occasion pour le secteur artistique de continuer le combat, je reprends la formule, Marie, excuse-moi, de poursuivre le combat. Oui, voilà. Bientôt Nietzsche autour de la table. Mais donc de poursuivre, parce que, en fait, c'est au niveau de la concertation sociale qu'il n'y a jamais eu
à un moment donné, la véritable avancée qui fait que l'on reconnaît la spécificité du travail qui est le vôtre. Moi, j'ai un espoir à titre personnel, c'est que compte tenu, et on en revient à votre première question tout à l'heure, compte tenu de l'évolution des modes de production, de la façon dont notre société maintenant organise les postes de travail, etc., c'est que justement au niveau de la concertation sociale, les grands syndicats et le patronat vont être obligés d'introduire davantage de flexibilité, vont être obligés d'introduire une reconnaissance de spécificité de ce travail qui n'est pas un travail qu'on commence, je ne sais pas moi, à 8h du matin pour terminer à midi, manger sa tartine, recommencer à 13h30 et puis arrêter à 16h et rentrer chez soi, etc. On n'est plus du tout dans ce cadre-là. C'est la raison pour laquelle moi je défends vraiment une revendication d'arriver à ce que dans la déclaration de politique gouvernementale qui déterminera le travail du prochain gouvernement fédéral, à ce qu'il soit indiqué dedans que les nouveaux partenaires de la coalition gouvernementale s'engagent à ce que dans l'année qui vient, ou dans les 2 ans qui viennent, je ne sais pas combien de temps ça peut prendre, un authentique statut du travailleur artistique sera mis sur la table et voté par le Parlement. Ça, voilà, ça c'est la façon dont je vois les choses. Alors, un élément pour sortir un tout petit peu de l'aspect statut social, il y a également toute la question du financement de la culture. Nous maintenons notre appui aux politiques de subsidiation. J'ai commencé par le dire tout à l'heure en disant que s'il n'y a pas une intervention du public par rapport notamment à cette menace d'un envahissement numérique et on peut le dire américano-numérique, si on ne maintient pas ce type de politique, il y aura vraiment beaucoup de difficultés pour nos artistes à pouvoir continuer à créer dans la discipline qui est la leur. Mais tout en maintenant cela, nous disons également, ça c'est l'axe le plus fort du programme de ma formation politique, c'est de dire qu'il est absolument nécessaire d'aller ajouter des financements alternatifs et donc d'aller au niveau du privé, mettre en place des politiques qui permettent, par exemple, de renforcer tout ce qui concerne le mécénat, tout ce qui concerne le tax shelter, tout ce qui concerne la défiscalisation, le crowdfunding, etc., etc. Toutes des techniques qui sont déjà occupées d'apparaître et qui donnent des résultats, notamment avec le tax shelter qui a apporté beaucoup de moyens. On pourrait étendre le tax shelter au domaine, par exemple, des arts de la scène. Voilà. Merci, Monsieur Miller. Yannick, je propose qu'on se tourne vers notre public et voilà, vous avez la parole pour une question, une interrogation, une réflexion à l'ensemble de nos 4 intervenants. Je vous en prie. Qui veut réagir? Madame, je vous en prie. Merci. Bonjour, je suis Valéria, je suis artiste. Donc, je voulais souligner que mon syndicat a ouvert un bureau spécial pour les artistes il y a exactement 2 mois. Et donc, je suis vraiment consciente que les artistes n'ont peut-être pas eu la volonté jusqu'ici de sortir les chars et aller dans la rue, mettre le bazar. Ou peut-être on n'a pas cette énergie-là. Il faut voir avec les pompiers comment ils font, je ne sais pas. D'expérience, on peut vous expliquer après. D'accord. Je vous en prie, madame. Mais voilà, moi j'avais une question en fait par rapport, bon, c'est peut-être très pratico-pratique, par rapport aux artistes et un emploi éventuel en tant que salarié ou même, je comprends pas très bien comment on doit faire en fait, parce que oui, j'ai pas l'habitude de parler comme mon public, c'est pas très cohérent. Par exemple. Comment on fait pour valoriser un statut d'artiste pour un employeur qui n'est pas dans une commission paritaire artistique, par exemple? Et là, du coup, on est obligé de faire du 1 bis, parce que moi, je travaille principalement avec la petite enfance. Aucune façon de valoriser mon travail artistique. Et pourtant, c'est bien du travail artistique. Merci beaucoup, On va madame. prendre plusieurs questions. Hein. Oui, absolument. Allons-y. Oui. Monsieur, je vous en prie. Bonjour, Jacques Roussard, président de l'association des centres culturels.
Alors, même si la CC est reprise dans la composition de la commission, je ne vais pas parler des artistes, de leur statut. Ça n'implique rien par rapport à la préoccupation que nous y avons, bien entendu. Mais, comme l'indiquait Yannick Samsoun au début, parfois, la majorité des interventions des artistes se font généralement dans des structures qui ont parfois l'appellation de centre culturel. Et parfois, il le disait, en dehors. Alors, j'ai en fait 4 réflexions ou questions. La première qui porte en fait sur le futur, dans le cadre du nouveau décret, des centres culturels eux-mêmes. Question 1. Si votre parti est à la majorité au niveau de la communauté dans quelques semaines, quelle sera votre position par rapport au blocage absolu des subventions qui est en pratique depuis 2011? On continue? On arrête? On change? Point d'interrogation 1. Simplement pour rappeler que dans un certain nombre de centres culturels, j'ai parfois la parabole de l'oignon. L'extérieur, quand on doit peler l'oignon, c'est-à-dire diminuer les dépenses, l'extérieur, c'est les dépenses de fonctionnement. La deuxième étape, c'est sur le contenu, les activités. Et la troisième étape, c'est au centre, c'est sur le personnel lui-même. Or, à l'heure actuelle, il y a un certain nombre de centres culturels au niveau de la communauté française, aux fédérations Wallonie-Bruxelles, qui se promènent entre les zones 2 et 3. Et donc, si on continue, effectivement, on aboutira sans aucun doute à la zone 3. Deuxième chose, sur une problématique très précise, qui, soit au niveau bruxellois, sont les ACS, en Wallonie, les APE, la moitié de l'emploi du secteur relève de ce statut. L'ordre de grandeur moyen est ça. Donc, à l'heure actuelle, effectivement, il y a un débat qui est extrêmement important, qui a été lancé précisément par une initiative un peu bizarre de la même ministre Monica de Koning en décembre 2013, à 6 mois de la fin de son rôle par rapport à cette problématique, puisque ce sera régionalisé à partir de 1er janvier 2015, qui est la suivante. Est-ce que l'on retourne au système qui était historiquement celui des TCT, 1 an de mise ou de remise à l'emploi, ou est-ce que, donc politique de remise à l'emploi à gérer par le ministre de l'Emploi, ou est-ce que l'on passe à ce qui est la réalité actuelle, même si c'est une modification pour le moins du principe de départ, qui est en fait un soutien des politiques sectorielles et éventuellement via les ministres compétents de manière sectorielle. Si on change, je prends un exemple, je ne citerai pas le centre, mais ceux qui me connaissent risquent de savoir d'où je parle, là, 52% de l'emploi est APE, c'est en Wallonie, il y a 10 ouvriers, 12 employés, la moyenne d'ancienneté d'âge, si la fourchette va de 3 à 26 ans, la moyenne de 10 ans d'ancienneté pour les ouvriers et de 12,5 pour les employés. Il y a une expérience, il y a une compétence, il y a une formation. Il y a aussi des gens qui sont partis, effectivement, d'un statut tout à fait, je dirais, méritant une remise au travail et qui sont devenus des techniciens ou des programmateurs de niveau qui est indispensable, d'un niveau qui est indispensable. Alors, Jacques, je peux te oui, demander... attends, je termine 15 secondes. Écoute, non, on a fait un long débat à l'introduction, on a fait une longue discussion sur la philosophie du numérique et de la culture, donc peut-être prendre quelques questions par rapport à la réalité réelle. Absolument. C'est la réalité, vous savez. Non, mais elle n'est pas... Oui, mais elle n'a pas d'impact. S'il n'y a pas moyen de faire... S'il n'y a pas moyen de faire... Excusez-moi, les lapsus sont pour tout le monde. Je vous en prie, monsieur Oussam. Oui, merci. Donc, la question que je voulais poser, la dernière en l'occurrence, c'est effectivement, je voudrais évoquer un spectre, un fantôme. La ministre Lahanan, en juillet 2006, a annoncé la mise en place d'un Conseil général des politiques culturelles. Je ne vais pas revenir sur tout le débat, il y a des modifications de législation, il y a eu des appels qui ont fait des polémiques parce que ce n'était pas la bonne date, c'était juste avant les élections de 2009, etc. etc. Mais l'objet est très intéressant, très important, surtout à l'heure actuelle, précisément par rapport à cette problématique entre pré-numérique et numérique, mais il n'y a toujours rien. Alors, est-ce qu'à nouveau, si vous êtes à la majorité dans le gouvernement de la communauté française par fédération après les élections, que ferez-vous par rapport à ça? Merci, monsieur Oussa, pour vos questions. Monsieur, je vous en prie, puis je vous donne la parole, évidemment. Laurent Fac. 2 volets que je voulais vous faire partager. Le premier, évidemment, sur le statut de l'artiste. Une petite parenthèse en termes de boutade. Heureusement que le public n'est pas comme celui du Théâtre du Parc. Il y a 2 intervenants qui étaient là, parce que sinon, les réactions auraient été immédiatement très virulentes. Sur le statut de l'artiste,
ONEM ou autre, peu importe, je ne vais pas rentrer dans les débats juridiques, vous l'avez très bien fait. Il y a un élément qui est très simple à faire. Alors je ne vais pas reprendre non plus le débat du théâtre du parc où quelqu'un dit qu'il suffit de passer un coup de téléphone, mais effectivement, il peut y avoir un moratoire là-dessus. Actuellement, toute une série d'artistes, tous les jours, des artistes qui sont artistes depuis 20 ans, sortent du statut de l'artiste. Je peux vous assurer que pour eux, c'est très, très difficile. Ce n'est pas une question de nourriture, c'est une question aussi d'estime de soi. Et donc, il suffit de demander, et ça, c'est, en affaires courantes, ça peut se faire, hein, un moratoire, ou bien simplement qu'il n'y ait pas des contrôles de l'ONEM qui soient différents d'une région à une autre, et que ce soit très clair, et on pourrait très bien déjà arrêter l'hémorragie actuellement. Et puis après, on verra si on rediscute de ça ou pas. L'autre élément, en lien avec le statut de l'artiste, il y a un élément fondamental qui me semble que l'on oublie. Je n'ai jamais encore rencontré un artiste qui souhaitait être un intermittent du chômage. J'ai souvent rencontré des artistes qui voulaient être des artistes. On sort, et tant mieux pour eux, pour une place vacante dans le monde artistique, on va sortir 100 étudiants par an. Je suis peut-être loin des chiffres, mais la proportion, ça doit être ça. Il faudrait un jour qu'on se positionne de savoir si on refinance la culture ou pas. Outre l'aspect privé, il y a également l'aspect du public. Parce que quand on regarde certaines subventions des plus grands théâtres, ils ont de quoi payer l'équivalent en temps plein de 15 artistes par an, avec le nombre d'artistes qui sortent. Il y a un sérieux problème. Lorsqu'on regarde, alors je vais regarder sur la France. Alors évidemment, la France, il y a un peu plus de population que pour financer l'État public. 6 ou 7 fois plus. L'Opéra de Lyon a 30 millions d'euros de dotation. C'est le montant de l'ensemble du secteur musique en communauté française. 30, un peu plus, 32 en théâtre, 34, 35, j'ai des voisins qui pourraient confirmer ça. Mais il y a donc une grande différence au niveau des subventions publiques. Est-ce qu'on reste à l'état, et pour revenir sur ce que monsieur vient de dire, à l'état actuel où c'est du linéaire? Du linéaire, ça veut dire que dans 5 à 10 ans, au niveau de la non-indexation des contrats programmes, c'est 50% de la masse artistique qui disparaît alors qu'on n'arrête pas de sortir des artistes. Je ne connais aucun étudiant, alors il se trouve des débouchés, mais je ne connais aucun étudiant en art, et je termine par là, dont le rêve c'est de terminer derrière un guichet de banque. Je connais beaucoup d'artistes qui rêvent de pratiquer leur art quand ils sont aux études. Merci pour vos réponses. Merci à vous pour vos questions. Monsieur Links, statut de l'artiste, financement de la culture, situation de l'emploi, ACS, APE, Oui. centre culturel, il y a beaucoup. Hein. Il y a beaucoup. Bien, Mais je vais peut-être pas. Ouais, il faut en laisser pour les autres aussi. Je vous en prie. Pour répondre à vous, madame, donc le fait est qu'aujourd'hui, le métier d'artiste est intermittent par nature, tout le monde le sait. Vous avez des contrats, de temps en temps, vous n'en avez pas. Et une des difficultés dont j'entends énormément parler quand je discute avec des artistes, c'est le fait que, et c'est ce à quoi vous faisiez référence, le fait que votre patron n'est pas dans la bonne commission paritaire. Un artiste, par exemple, je prends l'exemple de quelqu'un que je connais bien et qui est comédienne, elle fait du cinéma, elle fait du théâtre. De temps en temps, elle va dans les écoles, elle fait des débats, elle visite des expositions, elle travaille pour des entreprises. Et tout ça, évidemment, ce sont des secteurs totalement différents. Alors, un des enjeux, et c'est la nature même de votre métier, et de temps en temps, des périodes qui sont sans activité. Ce qu'elle me dit souvent, elle me dit, moi, je travaille comme une dingue pendant 6 mois, et puis tout à coup, 3 mois où je n'ai rien, et puis c'est reparti pour 2 mois, 2 mois et demi, ou parfois je dois même refuser des contrats, parce que la myriade de possibilités pour une ou un artiste, c'est la nature, c'est la possibilité et l'intermittence. Et parfois le vide. Comment régler ce problème? Moi, je pense que l'expérience récente et la catastrophe sociale vécue par les artistes aujourd'hui doit nous inciter à ce que, à l'avenir, lorsque dans cette commission de 14 membres qui doit définir ce qu'est un métier artistique, il y ait une obligation de pouvoir se concerter avec l'ONEM, parce que c'est pas... Oui, mais enfin, on sait bien aujourd'hui que, voilà, on décide d'un statut et puis ce serait mis en cause par des décisions effectives sur le terrain de l'ONEM. Et aujourd'hui, la difficulté que rencontrent les artistes, c'est qu'ils ont beau avoir des contrats, mais on considère que que ce serait faux, que ce serait borderline ou compliqué, etc.
ou en tout cas il y a un soupçon de fraude. C'est insupportable. Donc il faudra travailler à ça, et clairement, il faudra peut-être revoir aussi une série d'autres statuts pour pouvoir faire en sorte que les prestations artistiques soient plus facilement valorisables dans des tas de domaines. Il y a peut-être des débouchés, et c'est ce que vous vivez concrètement sur le terrain, des débouchés dans des tas d'autres secteurs qu'un centre culturel, un théâtre, la télévision publique ou autre. Voilà. Donc je pense que ça, c'est comme ça qu'on doit arriver. Alors, le centre culturel, donc, ah oui, l'enveloppe. Donc, au débat très intéressant de la SACD, il y a une étude qui nous a été montrée sur la courbe sans cesse grandissante, à euro constant, des budgets alloués à la culture en général, à l'art de la scène en particulier, au centre culturel, etc. etc. Et moi, ce qui m'a frappé, c'est que j'ai immédiatement fait le parallèle entre le taux de croissance qu'on voit, le PIB, tout augmente, et par contre, la réalité sociale vécue par les gens, un plus grand nombre d'inégalités. Je pense que ce qui est vrai dans la société en général est vrai pour le financement de la culture et des centres culturels en particulier. Donc, j'entends bien que vous en êtes à la deuxième ou la troisième, pratiquement la troisième, peut-être bientôt la quatrième pelure d'oignon. Dans la région dont je suis originaire, c'est comme ça qu'on définit le temps. Hein, donc, en fonction au premier de l'an, on met un oignon et on voit quelle pelure est attachée. Qu'elle peut être attaquée. Donc, évidemment, il faut faire en sorte que vous ne puissiez pas toucher au statut personnel. Il y a eu une résolution qui a été votée à l'initiative, d'Isabelle Mérac, députée écolo au Parlement de la Fédération Wallonie-Bruxelles, pour inciter à l'emploi artistique dans les institutions. Et alors, une série de constats ont été faits, et c'est clair qu'aujourd'hui, il faut absolument que dans les subventions, ça concerne essentiellement l'artiste et le créateur, plutôt que le reste. Alors, je ne suis pas un spécialiste des points APE et des ACS, mais il faut continuer dans la direction qui vous est chère, c'est-à-dire que les politiques structurelles, c'est ceux qui ont quelque chose à dire en matière d'artistique, puissent définir les politiques qui bénéficient au mieux au monde artistique. Et donc, ce n'est pas à la ministre de l'Emploi, comme ce n'est pas à l'ONEM de dire ce que c'est une prestation artistique. Je pense que c'est plutôt au ministre fonctionnel de pouvoir dire les choses clairement. Et par rapport au moratoire, donc moi, le moratoire par rapport au statut de l'artiste et aux lignes directrices de l'ONEM, adressez-vous à mes collègues, parce que nous, on dit depuis très longtemps qu'il ne fallait pas mettre ça en branle. Il y a 6 mois que cette réforme du statut de l'artiste a été votée. Je veux bien qu'on en reparle dans 2 mois après les vacances, mais bon sang, quoi, il faut quand même assumer ce qu'on a fait. Et je veux dire, nous, les écologistes, on n'était pas sur la table du gouvernement, et par contre, on était sur les bancs du Parlement, et on a vociféré dans tous les sens. Il ne faut pas oublier que la réforme du statut de l'ONEM, c'était une brique comme ça, hein, dans des lois de dispositions diverses, et c'est parce que on est allé rechercher l'article qui était dans les 1800 pages de la loi, qu'on a découvert que c'était là que se trouvait la modification. Pas du statut de l'artiste, hein, mais la modification et les règles beaucoup plus restrictives pour l'artiste, parmi les autres. Donc, voilà, on a fait notre boulot de ce côté-ci. Maintenant, aux autres de prendre leurs responsabilités. Mais s'il y a moyen de faire un moratoire, eh bien, faisons-le. Nous, on le réclame pour le plan Watley. Il y a moyen de le faire pour les artistes. Hein. Monsieur Aïwa, je vous en prie, puisqu'on parle du plan Watley. Allusion au plan Watley, tu vas tout indiquer. Allons-y, dans les lapsus. Je suis désolé. Il n'y a aucun souci. Voilà. Enfin bon, peu importe. Pour être tout à fait franc avec vous, madame, je suis incapable de vous répondre de manière très précise. Par contre, je peux reprendre contact avec vous ultérieurement. Ça, il n'y a pas de souci. Sur le blocage des subventions au sein, pour la mise en œuvre du décret centre culturel, effectivement, je crois que depuis de trop nombreuses années, la ministre fonctionne dans une enveloppe fermée, qu'elle ne parvient pas ou pas suffisamment à honorer tous ces décrets, on fonctionne par palier, etc. Donc, oui, dans le monde absolu, on aimerait, je pense, pouvoir vous financer à 100%. Je pense que ce n'est pas possible. Alors, au CDH, nous, ce qu'on propose, c'est 3 mesures. Je pense que Richard Miller les a abordées tout à l'heure. Mais c'est favoriser le tax shelter, donc pour la création artistique qui dégagerait sans doute alors du budget pour la réalisation de vos projets, et les 4 strates que vous avez évoquées tout à l'heure. On prévoit aussi un meilleur encadrement du crowdfunding, qui alors permet aussi de dégager autant pour les 4 volets que vous avez évoqués. Et alors ce qu'on propose également, c'est de permettre aux entreprises de déduire jusqu'à 1% du chiffre d'affaires
ou des revenus imposables pour financer l'organisation de toute activité culturelle reconnue. Ça, c'est une chose. Bon, c'est pas la panacée, j'en suis certain. C'est sans doute pas la réponse que vous vouliez obtenir non plus. Mais voilà. Par rapport aux ACS et APE, même chose que pour madame, je suis incapable de vous répondre comme cela. Alors, par rapport au Conseil général des politiques culturelles, évidemment, oui, on est demandeur. On est tellement demandeur qu'en commission au Parlement de la Fédération Wallonie-Bruxelles, on est revenu plusieurs fois avec cette demande. Et pour tout vous dire, on a essuyé un refus poli plusieurs fois également, même si le chantier avait l'air d'être engagé. Alors, sur le moratoire, monsieur, oui, l'idée peut sembler séduisante, mais j'aurais envie de vous dire que non, malheureusement, parce que pour toute une série de raisons tout à fait valables, et pour les raisons que j'ai évoquées tout à l'heure, on considère, nous, que c'est sans doute une amélioration et une limitation des abus. Voilà. Merci. Richard Miller. Oui, merci. Je vais me focaliser davantage sur les questions qui ont été posées concernant les centres culturels et le financement. Benoît Hellings, qui est toujours un excellent parlementaire, donc il n'a pas changé, je le maintiens. A utilisé une formule. Il a dit ce qui est vrai dans la société est peut-être également vrai pour le budget de la culture. Il y a une augmentation, mais la situation est quand même de plus en plus précaire pour les personnes concernées. Alors, je pense qu'on peut le suivre dans son raisonnement, en tout cas jusqu'à un certain point. Parce que c'est oublier que lorsqu'il y a un budget, il y a aussi des choix qui sont faits par rapport à ce budget, dans l'affectation de ce budget. Donc, il est tout à fait exact, cela nous a été démontré lors des débats précédents, qu'il y a eu, à partir de 2004, un refinancement de la communauté française, Fédération Wallonie-Bruxelles aujourd'hui. Ce refinancement a été obtenu sous la majorité précédente, la majorité arc-en-ciel. C'est la majorité arc-en-ciel qui a négocié avec la Flandre, ça n'a pas été facile, un refinancement de la communauté française. Quand on voit l'augmentation des budgets, on peut la vérifier sur papier, on a reçu tous les chiffres, on voit qu'effectivement, une augmentation des budgets culturels. Mais à l'intérieur de cette augmentation, des choix ont été faits qu'évidemment, puisque Benoît a rappelé qu'il n'était pas au gouvernement fédéral, moi je vais rappeler que ma formation politique n'était pas au gouvernement de la Fédération Wallonie-Bruxelles, et que donc que les choix qui ont été faits à la Fédération Wallonie-Bruxelles l'ont aussi été faits par Écolo. Donc je vais vous les présenter, ces fameux choix. Il y a eu un article excellent, mais vraiment un tableau merveilleux qui a été publié par la Libre Belgique, pas par l'EMR, donc par la Libre Belgique, pas par le Centre Jean Gol, et on voit très clairement, par exemple, que pour les centres culturels dont vous avez parlé et auxquels vraiment, moi, à titre personnel, je ne sais même pas comment j'aurais pu vivre étant né dans le lumpen prolétariat carolorégien si j'avais pas eu de temps en temps la possibilité d'avoir accès à un centre culturel avec une présence culturelle, etc. Donc, présence et une action culturelle. Et donc, Merci, monsieur Miller. Elle était bien amenée. Et donc, mais je reviens, je reste sur ma ligne. Je reste sur ma ligne. Au propre comme au figuré d'ailleurs. Et donc, c'est la fin de la session. Bon, alors, je continue. Donc, par rapport à cela. Et donc, la présence des centres culturels, c'est un élément extrêmement fort pour développer une politique artistique, une présence culturelle, etc., dans une région. Eh bien, les budgets, grosso modo, c'est 30 millions d'euros à peu près, une petite augmentation générale pour les affaires générales dans lesquelles se trouvent les centres culturels, donc on ne sait pas clairement identifier ce qui est arrivé vers les centres, mais enfin voilà, grosso modo c'est cela. Pendant ce temps-là, éducation permanente jeunesse, plus de 140% d'augmentation. On arrive à plus de 100 millions d'euros. Donc, il y a 30 à peu près pour les centres culturels qui, à mes yeux, sont quand même un fer de lance important, mais plus de 100 et 140% d'augmentation rien que pour l'éducation permanente.
Ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Je ne suis pas un adversaire de l'éducation permanente. Je ne suis pas un adversaire. Mais seulement, il faut aussi savoir, et c'est ça que j'ai dit en commençant, qu'il y a des choix. Si on veut faire de la création artistique, si on veut financer la création artistique, si on veut financer tous les travailleurs du secteur et leur donner vraiment la possibilité d'avoir des contrats honorables, dignes, comme l'a dit Marie-Arena tout à l'heure, eh bien, il faut pouvoir investir là où l'argent va vers ces créateurs. C'est donc une question de choix politique. Et quand on le voit, ce sont des choix qui n'ont pas été faits. Et donc voilà, je le regrette et je le déplore. S'il vous plaît. Oui, il travaille aussi en éducation permanente aussi, bien entendu. Mais je le sais bien. Mais si vous aviez... Et si on vient de zéro, 140% de zéro, je ne sais pas on venait de 82. On venait de 82, monsieur. On est passé à 100 pour des politiques qui, à mon avis, maintenant, si on les regardait toutes dans le détail, ne touchent pas vraiment toujours l'art et la culture. Mais on ne va pas être méchant, on ne va pas procéder à cet examen-là. Mais on pourrait en parler aussi. Si vous voulez, on va plus loin et on parle. Non, allez-y, restez. On peut parler de politisation, etc. Il n'y a aucun problème par rapport à ça. J'ai des éléments pour vous répondre. Et donc, cet aspect-là des choses a son importance. Il y a aussi un autre élément qui n'est pas du tout négligeable. Et parce que je sais que quand j'aborde cette question-là, souvent on me dit « Ouais, ça y est, il revient encore avec l'audiovisuel. » Oui, d'accord, mais quand on voit le budget culturel de la communauté française, quand on voit l'augmentation de ce budget et quand on voit la part que prend l'audiovisuel, c'est-à-dire pratiquement exclusivement la RTBF, moi, je pose la question de savoir, est-ce que la RTBF remplit son rôle? Est-ce qu'elle remplit son rôle de développeur artistique et de diffusion culturelle qui est prévu dans son contrat de gestion? Donc je pose la question, certains diront oui, moi je pense que non, je pense qu'elle est totalement à côté de la plaque et qu'il y avait moyen de faire autre chose pour aider la création, les artistes, etc. Et donc voilà, par rapport aux questions plus précises, notamment sur le blocage des subventions. On a posé la question tout à l'heure. Si le MR négocie, eh bien, il y aura une volonté de revoir aussi la répartition interne, les affectations internes des différents budgets, en ayant vraiment en visée tout ce qui peut favoriser la création. Au niveau des contrats programmes, peut-être qu'on peut en parler, il y a possibilité de revoir l'affectation de certains montants, mais je pense que ce n'est pas en coupant les moyens administratifs d'un grand organisme culturel qu'on va réussir à lui permettre de travailler. Je crois qu'il faut travailler sur les deux plans. Il faut à la fois renforcer le financement artistique et le fonctionnement. Alors voilà, je regarde vite si je pense avoir répondu à pas mal de choses. Absolument. Oui, à la politique sectorielle pour les APE et le moratoire, nous y sommes favorables, mais ça devient un peu juste. Merci, Monsieur Miller, pour vos engagements. Madame Arena. Alors, plusieurs choses. Par rapport au budget, moi, je pense que la crédibilité d'un homme ou d'une femme politique, c'est de pouvoir aussi dire la vérité. Quand il y avait des moyens, c'est-à-dire avant 2008, il y a eu une croissance de 43% du budget de la culture. Donc, ça veut dire que quand on a les moyens, le secteur culturel peut être une priorité, augmentation de 43% du budget de la culture avant 2008. Après 2008, ça ne vous a quand même pas échappé, il y a eu la crise. Et tous les budgets ont été revus à la baisse, tous, sauf le budget de la culture, qui a été tant bien que mal maintenu avec certaines augmentations, mais tant bien que mal maintenu, alors que dans tous les pays voisins, allez voir en Hollande, allez voir en Italie, on ne va pas parler de l'Italie, allez voir en Espagne, allez voir, c'est une catastrophe. Tous les budgets ont été rabotés et la culture a été privatisée. J'entends M. Miller qui dit « il faut aller vers le privé pour financer des espaces culturels ». Ok, moi je fais la différence quand je vois la programmation du Centre culturel d'Uccle, qui est privé, qui est financé par la commune aussi, et d'autres programmations de centres culturels qui sont des centres culturels subventionnés, qui ont une dynamique, qui est une dynamique d'accessibilité, de public, où quand on y va, on ne paye pas ce qu'on paye le cachet quand on va dans d'autres centres culturels. Donc, attention à ce travers que l'on est en train de vivre aujourd'hui en matière culturelle. Donc, je dis tout simplement, si demain, on a les budgets, eh bien, je peux vous dire que le Parti socialiste se démènera pour qu'il y ait des budgets pour la culture, comme il l'a fait au moment où il y avait des budgets. Et si demain, on n'a pas les budgets, parce que c'est quand même une hypothèse
envisageable. Ça vous a quand même pas échappé qu'on a en face de nous, de l'autre côté, un Bart de Wever qui n'a pas forcément envie de sortir de la poche flamande des moyens pour aller mettre dans les poches francophones. Donc si demain on n'avait pas les budgets, eh bien on sera là aussi pour défendre le secteur de la culture. Donc, je pense que c'est important de le rappeler et de dire qu'on a pu faire un certain nombre de remparts par rapport à ça. Deuxième chose, sur les APE et le fait que les ACS et APE, le fait que les ministres compétents doivent donner leur point de vue. Moi, quand j'ai fait la réforme des ACS, TCT, PTP, machin, tout ce qu'il y avait en Wallonie, on a fait cette réforme, c'est-à-dire que les secteurs compétents, donc c'est-à-dire que quand il s'agissait d'emplois subventionnés dans le secteur de la culture, c'était le ministre de la Culture qui avait la possibilité par le biais de commissions, et donc ce n'est pas une politisation en disant on va faire plaisir à celui-là ou à celui-là, mais par le biais de commissions, le ministre de la Culture donnait un classement par rapport aux associations, par rapport aux projets, et donc c'était lui qui avait une voix prépondérante par rapport à l'affectation des points qui étaient donnés. Encore une fois, je ne sais pas ce qui a été fait sur Bruxelles en tant que modification au niveau des ACS, mais en tout cas, sur la Wallonie, ça s'est fait de cette manière-là. Alors, en ce qui concerne... j'aimerais revenir quand même... Vraiment, je ne suis pas là pour défendre ce que Monica de Koning a fait. Je le dis clairement, je l'ai aussi interrogé au Sénat sur la question de la réforme et de l'attitude de l'ONEM, mais je tiens quand même à dire que sur la modification qui a été apportée, donc il y a un recours en Conseil d'État, et peut-être que ce recours en Conseil d'État va pouvoir casser un certain nombre d'attitudes que l'ONEM a prises. Mais dans la modification qui a été apportée, je pense en concertation avec le secteur, c'est grâce au secteur que ça a pu être apporté, il y a une avancée qu'il ne faudrait pas laisser tomber si on dit moratoire, on risque de se retrouver dans la case départ, et donc c'est-à-dire dans le volet plus restrictif. Et donc il faudrait peut-être prendre les avancées et essayer de négocier les reculades. Stratégiquement, je pense que ce serait mieux que de revenir à la case départ. Donc on dit qu'il est désormais indiqué que les créateurs peuvent aussi bénéficier du statut pour le chômage, et pas uniquement les interprètes, voilà. 2, il est également précisé que les artistes ne doivent pas uniquement faire partie du monde du spectacle. 3, certaines règles sont maintenant applicables aux techniciens. Et donc, certaines règles, parce qu'on n'a pas envie, comme le fait on parle de la RTB, mais il y a RTL aussi, comme le font certaines chaînes de télévision, c'est-à-dire qu'ils sortent tous leurs techniciens en statut d'artiste. Il faut quand même qu'on fasse attention à ce genre de choses. 4, il sera maintenant tenu compte des prestations exercées dans d'autres secteurs ou dans des fonctions non artistiques pour avoir droit au statut d'artiste en matière de chômage. Donc par rapport à la question que vous posiez, c'est bien dans la négociation qui a eu lieu et c'est dans la réforme qui est proposée. Et donc, il ne faut pas jeter le bébé avec l'eau du bain. Il faut prendre les avancées, regarder dans ce qui est plutôt des reculades, comment est-ce qu'on peut revenir et les négocier correctement, mais dire on revient à la case départ, ce serait beaucoup plus dramatique pour les artistes que de prendre ce qui est en tout cas en avancée. Dernier point, je pense que j'ai répondu à tout par rapport au budget. Merci Madame Arena. Monsieur Ayoua, vous vouliez rajouter un petit mot? Quelque chose de très bref, mais quand j'entends Monsieur Miller qui oppose l'éducation permanente au secteur des centres culturels, je pense que ce n'est pas la solution. L'expression artistique passe aussi par l'éducation permanente, c'est un pilier sociétal essentiel. Toutes nos sociétés se construisent depuis, je pense, après la Première Guerre mondiale sur ce pilier-là, donc non, l'éducation permanente a sa place. Elle a aussi mis du temps à être financée, on y arrive vaille que vaille, et sans doute pas à 100%, mais voilà, pas touche. Oui, je voudrais rappeler à ce propos, sans sortir de mon rôle, que c'est un accord politique qui date de 2003, au moment du vote du décret sur le soutien à la vie associative, c'est-à-dire à l'éducation permanente. Et puis c'est un accord politique qui prévoyait le financement progressif du secteur. On n'est toujours pas à l'objectif. Il avait été programmé en 2010, nous sommes en 2014. Donc les montants promérités ne sont toujours pas atteints. Ça, c'est les chiffres, c'est la réalité. Donc il y a eu effectivement des efforts qui ont été faits, mais on est loin de l'objectif. Et j'attire l'attention de M. Miller quand même qu'on ne réglera pas ces questions en organisant la guerre des pauvres.
Hein? Mais non, ça je n'accepte pas. C'est pas parce que votre ministre a dit que c'était une revendication de pauvres qu'il faut me le mettre sur le dos. Ce n'est pas du tout ça. Moi, ce que j'ai dit, c'est que quand il y a un gouvernement qui gère un budget et que il y a des choix qui sont faits, il y a des choix qui ont été réalisés en faveur de l'éducation populaire, ben ok, ben ça va, les choix ont été faits, et il y a des élections, et les gens vont voter pour savoir s'ils sont contents. Moi, on me demande ce que je pense par rapport au financement de la culture. Je dis qu'il me semble qu'à l'intérieur de la masse budgétaire qui a progressé, qui s'est élevée, c'est tout à fait exact. Des choix ont été faits. Ces choix-là, ma formation politique ne les aurait pas faits. Ils auraient probablement investi davantage dans l'artistique, le culturel, la création, etc., etc. Très bien. Alors on a une demande de parole de Jean-Louis Collinet. Oui. Vous avez un micro, monsieur Collinet, je vous en prie. Voilà, je ne suis pas venu ici pour voir pour qui j'allais voter, parce que ça, je l'ai déjà décidé. Je suis venu pour voir si mon choix était bien fait. Donc vous allez mais donc c'est intéressant quand même, tout ce qu'on dit. On sait que vous voterez pour un des 4 partis. Voilà. Il y en a. Déjà, je vais voter. Moi, je voudrais m'adresser aux représentants de la classe politique qui sont ici pour me faire le relais de l'inquiétude, parfois du désespoir, de tout un milieu. Moi, bon, je ne suis pas un défavorisé de la profession artistique, je dirige un théâtre important, etc., etc. Mais je fréquente à titre personnel et dans ma vie quotidienne tout le temps des gens qui sont des jeunes et qui sont des jeunes artistes, qui soient essentiellement acteurs dans mon cas, mais musiciens. Et alors il y a les artistes plus indépendants encore, qui sont moins régulièrement soumis à la question des contrats d'emploi, qui sont les peintres, les écrivains, etc., etc. Et je peux vous dire que d'une part, il y a une grande inquiétude, il y a une peur. Il y a une peur. Ça, vous devez l'entendre. 2, il y a une paupérisation. Ces gens, ils deviennent de plus en plus pauvres. Aujourd'hui, quand on sort d'une école, qu'on est sorti d'une école d'art depuis 10 ans, si on est en couple et qu'on a un enfant, payer un loyer, c'est un problème, parce qu'on est artiste. Et ça, vous devez l'entendre, parce que c'est un enjeu de société. Et vous êtes tous les 4, et vous défendez à juste titre, et tout le monde le salue, les valeurs démocratiques. Mais une société sans culture, c'est une société qui est en vrai danger. On peut regarder, les exemples sont nombreux autour de nous. Donc, effectivement, la culture, c'est un des moyens de garantir au pays, à la nation, ses valeurs démocratiques. Ça, il faut l'entendre aussi. Et je pense que, parce que ça ne va pas de dire chaque fois à la sortie des élections, quand on voit l'extrême droite qui monte, et ça va le faire, c'est incontournable, c'est évident. Je parle notamment dans le nord du pays, mais je le crains aussi au sud du pays. Ça ne va pas de dire, dans les débats en soirée à la télévision, oui, on a bien entendu le message. Il y a des décennies que ce message, il est envoyé. Il faut le prendre en compte, ce message-là. Ça ne va pas de se montrer à la télévision comme quoi on est amis avec les frères Dardenne ou Fabrice Murgien, et après de dire que, ou de montrer, de faire en sorte que le statut de l'artiste, parce que ces gens ils travaillent tous avec des intermittents, hein, tous ces starisés, etc., ces comédiens, c'est des intermittents, hein, y compris les metteurs en scène régulièrement. Donc je pense que la classe politique ne peut pas tenir un double langage. Moi, ce que j'en vois comme relais du monde des artistes, c'est que le statut de l'artiste, c'est symboliquement essentiel dans notre société. 2, il y a de moins en moins d'argent en euros constants pour les institutions. Fatalement, ça se répercute sur l'emploi artistique. Donc déjà, il y a une paupérisation sur le plan des artistes parce que les employeurs potentiels disposent de moins en moins d'argent. Et en plus, c'est à ce moment-là qu'on va les menacer, qu'on va les montrer du doigt, les culpabiliser, les marginaliser et les rendre plus pauvres. Ça ne va pas. Et je pense que la classe politique doit prendre conscience que, en même temps, les artistes, ils ont une valeur symbolique forte. Je pense qu'il faut entendre, pas encore le voir, mais entendre le camion arriver. Ce sont des gens qui ne gèrent pas beaucoup d'argent, qui n'ont pas beaucoup de pouvoir. Ils ont cependant un impact médiatique considérable
Et je pense que vous devez entendre ça. Et de fait, il faut un moratoire. De fait, il faut que dans la prochaine majorité gouvernementale, ce problème-là doit être pris en compte. Ça, je vous l'ai dit. Je vous le dis. Et Laurent avait raison pour dire que moi, je n'étais pas au débat au Théâtre du Parc, mais je pense que si on y était, les réactions, effectivement, tu as raison, les réactions auraient été beaucoup plus violentes, parce que, sachez-le, c'est un problème qui est très durement vécu. Moi, je n'ai jamais vécu, ça fait 30 ans que je fais ce métier, je n'ai jamais vécu dans le milieu artistique une telle intensité. Sachez-le. Bon, donc, entendez le camion qui arrive. La deuxième chose, c'est sur le financement de la culture. Là où je trouve que Marie-Arena a raison, c'est quand on se compare. En même temps, bon, c'est pas parce qu'on est pauvre qu'on va se consoler parce qu'il y a encore des plus pauvres, mais en même temps, c'est vrai que dans notre communauté, dans notre fédération Wallonie-Bruxelles, tant bien que mal, les moyens se maintiennent. C'est fragile. On espère que ça va continuer. C'est-à-dire que je pense qu'on ne doit pas le dire, mais on sait très bien que voilà, il n'y aura pas de miracle. Vis-à-vis de ça, je pense que il faudrait que les pouvoirs publics veillent à ce que l'argent qui est donné est bien utilisé. Et d'une certaine manière, ça pourrait aller dans le sens que Richard Miller disait, c'est-à-dire, il faut faire des choix quand on n'a plus assez d'argent. Je pense que ça, oui. Moi, chacun connaît mes opinions politiques, je ne m'en cache jamais, ni mes opinions philosophiques, mais je pense que la question des choix, s'impose dans une politique culturelle à venir, et deux, l'idée que les pouvoirs publics doivent être plus coercitifs vis-à-vis des institutions qu'ils subventionnent. C'est-à-dire que les missions soient mieux contrôlées. Et je terminerai par le fait de dire qu'on a beaucoup parlé des artistes à juste titre, mais il y a monsieur qui a aussi parlé des centres culturels. Je pense que dans la culture, il ne faut jamais oublier les gens, parce que la culture, c'est un dialogue, c'est dans la société, c'est des gens qui se parlent, des artistes, pas que des artistes d'ailleurs, la culture, c'est pas que l'art. Il y a plein d'autres domaines, et qu'un chef-d'œuvre au milieu du désert, ça n'a aucun sens, sauf peut-être pour l'artiste qui l'a peint, et encore, ce n'est pas l'endroit où il va le vendre. Donc la culture, c'est dialogue, et on ne dialogue pas tout seul, il y a les gens, et donc dans la politique culturelle, prendre en compte toute la dimension de ce qui fait que la culture de ce qui rapproche les citoyens de la culture, donc dont des artistes, tout ce qui est la dimension de la proximité. Je pense que ça, c'est un enjeu, et c'est un enjeu de société, parce que la culture, par les citoyens, n'est pas toujours nécessairement considérée comme un enjeu. C'est-à-dire que souvent, et là peut-être c'est à certains égards faute de la culture elle-même, faire comprendre, mettre en évidence qu'effectivement, les gens, ils sont proches de la culture, que leurs aspirations, c'est ça, que dans la notion de bien-être, il y a aussi la notion de la culture. Donc, faire attention à cette rupture-là. Voilà. Merci monsieur Collinet. Je vous propose une dernière question, parce qu'il est 2h moins 5. Fred, je t'en prie. Bonjour Jean, content de te revoir. Frédéric Young, donc je représente ici la SACD, mais aussi d'autres structures qui se sont réunies ce matin, ce qu'on appelle les ORUA, donc les organismes reconnus par la communauté française pour participer aux instances d'avis et au dialogue de concertation. Je voulais vous dire que suite aux débats multiples qui se sont déroulés, ces organisations ont souhaité se réunir. Ça s'est fait ce matin à la Bellone avec l'aide du Guichet des Arts, dans le but de vous demander deux choses. La première chose, c'est de vous engager à ce que les représentants de la plateforme des ORUA puissent être interrogés et consultés au moment de la rédaction des déclarations gouvernementales qui vont avoir lieu sur ces sujets cruciaux dont vous débattez depuis des semaines. Vous tous, on s'est retrouvés dans beaucoup de débats, donc je ne les reprends pas ici. Donc il y a vraiment une demande qu'on ne loupe pas
l'opportunité assez particulière que nous avons cette fois-ci de pouvoir travailler sur les différents niveaux de pouvoir pour pouvoir essayer de rentrer des propositions coordonnées et convergentes de façon à traiter un certain nombre des problèmes qui ont été évoqués ici et dans les autres débats. Ça, c'est la première chose. Donc, cette demande d'être associé selon les modalités par les plus pratiques, par les différents partis, puisque ce seront les partis qui discuteront de cela, vont vous être adressés dès demain. Et deuxième chose, ce groupe va rédiger, on est au travail, là ce sera fait pour dimanche, un certain nombre de mesures prioritaires destinées à favoriser l'activation des moyens publics, l'activation des outils publics, décrets, arrêtés, contrats-programmes, en faveur de l'emploi artistique des différentes catégories de travailleurs artistiques qui sont identifiés dans les débats, auteurs, artistes-interprètes, techniciens, créateurs, qui ont rencontré des problèmes particuliers à l'ONEM, etc. Donc ces différentes professions devraient faire l'objet, parce qu'elles sont, comme vient de le rappeler Jean-Louis Collinet, les plus précarisées actuellement d'un secteur qui a pourtant été refinancé. Donc on est devant une question à se poser. Il est, je crois, incontestable de dire que des refinancements ont été faits. Ils n'ont pas été les mêmes, ni même d'ailleurs, ils n'ont pas été pour tous. Donc il faudra aussi peut-être se poser la question de priorité par rapport à des gens qui ont été laissés moins favorisés dans les augmentations. Et il faudra se poser la question, monsieur posait le problème pour les centres culturels, mais c'est vrai pour les différentes institutions, de comment les institutions pourront, dans le cadre de leur contrat-programme, dans le cadre de leur mission, donner au personnel créateur artistique qu'ils vont employer des statuts dignes. Et ça, ce n'est pas le problème du chômage, ce n'est pas le problème de la sécurité sociale des travailleurs du secteur culturel, c'est le problème de comment les institutions qui ont des mandats des pouvoirs publics francophones utilisent leur argent et utilisent l'outil juridique, l'outil contractuel, l'outil de formation, etc., pour améliorer la condition de ces personnes. Et je partage l'avis de Jean-Louis. Je n'ai jamais, moi, en 25 ans de suivi et de travail dans la culture, senti une telle crainte, une telle peur de la part des gens qui se font rattraper des deux côtés, comme on l'a dit. Deuxième chose, je voudrais vous interroger aussi, puisque, et là, je quitte cette parole collective, mais je reviens sur le travail qu'a fait la SACD. Je voudrais vous interroger, après tous les débats que vous avez eus, sur la position que vous prenez par rapport justement à la réforme des décrets, à la réforme des textes juridiques qui permettront de mobiliser les ressources, les institutions, les partenaires, les concertations, les instances d'avis autour de ces enjeux que sont l'emploi artistique et ce que j'ai appelé à la SACD, ce qu'on a appelé les nouvelles politiques d'écriture, puisqu'il y a aussi à ne pas oublier dans ce débat le fait que la création artistique, ce sont des écritures de toutes les formes, et que c'est là que, je veux dire, les missions des institutions de création doivent être conservées. Je veux dire, il y a des institutions pour faire de l'éducation permanente, il y a des institutions pour faire de l'éducation, il y a des institutions qui doivent continuer leur travail de création et de travail sur les écritures. Et là, il faut s'assurer que cette fonction de création artistique de haut niveau, et je tiens à saluer d'ailleurs le travail qu'a fait Jean-Louis de ce point de vue-là, lors de son deuxième mandat, où il a porté un certain nombre de créations de très haute qualité avec ses partenaires créateurs. Voilà, on a besoin de ça, parce que ce sont les œuvres qui marquent la société. Je peux saluer ici aujourd'hui le film des Dardennes, qui est quand même, je ne sais pas si vous l'avez déjà vu, mais époustouflant, et qui recueille déjà au niveau international un accueil extraordinaire. Donc, n'oublions pas que l'argent doit aussi être canalisé sur des fonctions de création. C'est très peu le cas. On le sait peu, mais dans l'analyse des budgets, et là aussi je rejoins Richard Miller comme Jean-Louis, il faut faire l'analyse des budgets, il faut voir ce qui va à l'emploi artistique et ce qui va à la création. Enfin, dernière chose, ce que je voudrais dire aussi, c'est qu'il y a un énorme champ de travail pour activer aussi une nouvelle vision de la culture. Je crois que vous en êtes tous ici autour de la table assez convaincus, mais peut-être pas au-delà.
c'est que la culture est un incroyable secteur de développement social et économique. Start organisait vendredi dernier un séminaire à Liège avec un expert québécois qui est venu expliquer à quel point la créativité est le moteur de nos sociétés aujourd'hui. Alors c'est vrai, j'ai écrit sur Facebook, le débat sur le chômage du parc m'a désespéré, parce qu'il faut porter le débat de la créativité dans nos sociétés aujourd'hui et comment associer les artistes à l'école, comment associer les artistes à l'entreprise, comment associer les artistes à l'université, comment associer les artistes à toute une série de fonctions pour lesquelles le monde d'aujourd'hui est ouvert et donc il y a beaucoup à réformer aussi à l'administration de la communauté française, les passerelles enseignement. Je suis président du Conseil du Livre, il nous faut 7 mois pour avoir un rendez-vous avec le responsable de l'éducation. 7 mois pour parler du livre à l'école. Ça ne va pas. Donc il y a des choses à changer. Merci. Merci Frédéric. Merci, Frédéric. Je pense qu'on a pris la dernière prise de parole de la salle. On va rendre la parole une dernière fois à la table. Je rajouterai une toute petite question qui est venue dans les débats précédents. Quelqu'un avait évoqué précisément l'idée importante que cette fois-ci, qu'il y ait la même compétence dans les mains du ou de la ministre de la Culture et de l'enseignement artistique. Voilà. La parole est à vous, Monsieur Ayoua, je vous en prie. Par rapport aux différentes interventions. Alors, par rapport aux ORUA, écoutez, merci de nous proposer vos services pour la déclaration de politique générale. Je relaie bien volontiers. La rédaction de mesures prioritaires pour le prochain gouvernement, je pense que c'est le même objectif et ce sera sans doute relayé. Pour la réforme du décret sur les ressources autour de l'emploi, les nouvelles politiques d'écriture, si j'ai bien compris, au niveau de la SACD, oui, clairement. Donc un soutien massif à la créativité, je crois que c'est dans le programme de les 4 parties autour de la table de toute façon. J'ai oublié votre dernière question en fait sur le centre de la créativité. Oui, effectivement, c'est un petit peu ce que je disais en préambule. Ces opportunités avec ce monde qui change, ce numérique, ne doivent plus être cantonnées uniquement dans le secteur de la culture, mais peuvent aisément déborder au niveau de l'économie. Et la région wallonne et la région bruxelloise peuvent s'en saisir sans problème. Je pense à un plan Marshall upgradé qui prendrait beaucoup plus la culture en compte. Je pense que ça passe par là aussi. Voilà. Merci, Monsieur Ayoua. Monsieur Elling, je vous en prie. Alors, pour répondre directement à Monsieur Young et à Monsieur Collinet pour 2 de leurs questions par rapport au secteur de la culture, est-ce que c'est... Non, c'est vrai. Mais moi, je réponds à votre remarque. C'est un vrai politique. Voilà. Le secteur de la culture, pour nous, est fondamental et fait partie des 3 piliers de notre projet. Le social, l'économique et le culturel. Parce que s'il n'y a pas ces 3 aspects, il n'y a pas le changement de société qu'on voudrait. Et nous avons un projet de société écologiste qui s'appelle le développement durable, qui doit se faire et ne se fera qu'avec les artistes et les créateurs. Parce que, comme j'ai dit tout à l'heure, c'est eux qui montrent l'horizon. Et donc, c'est fondamental. Donc, clairement, on y pense. Et nous avons un projet qui vise à dépasser le matérialisme. Et qu'est-ce qu'il y a de plus post-matérialiste que les artistes ? C'est une idée qui dépasse le simple fait de l'argent qu'on peut se faire, de la chose qu'on crée, du produit qu'on sort de la terre. Voilà. On a un projet post-matérialiste depuis 30 ans et c'est clair que l'artistique est un projet de ce type-là. Alors, aujourd'hui, pour revenir à une autre question que vous posez, l'essentiel des diffuseurs de culture à l'avenir, je vais les citer, Netflix, YouTube, Google Books, Amazon. Il n'y en a pas un seul qui est européen. Et vous pouvez réfléchir à qui sont les diffuseurs de culture à très grande échelle. À très grande échelle, dans le monde numérique, il n'y en a pas un seul qui soit autre qu'américain. Et donc, cette réflexion se pose une question de principe, mais se pose aussi une question strictement économique. C'est est-ce que nous, Européens, acceptons ça? Et je suis désolé de revenir avec ce débat fondamental, ce n'est pas le cœur du débat, mais la raison pour laquelle les écologistes se sont à ce point mobilisés très en amont sur la question du traité transatlantique, c'est sur la culture, c'est en faisant voter une résolution sur l'exception culturelle au Sénat et dans d'autres institutions, les deux parlements de la Fédération Wallonie-Bruxelles et flamand, par l'entremise de Groen. C'est pour cette raison-là
aujourd'hui, il y a un danger qui pèse sur la culture. Alors, il y a l'exception culturelle dans le mandat de la Commission. N'oublions pas, un lapsus intéressant. De Gucht a répondu à la Chambre et au Sénat lorsque nous avons eu l'occasion de l'interroger. Je négocie quand même sur les questions culturelles parce que peut-être que dans un ensemble, je redemanderai une modification de mon mandat. Donc, vous, secteur, soyez très attentifs parce qu'à ce moment-là, vos quotas, vos subventions, eh ben, elles seront attaquées devant un tribunal arbitral et ce serait la catastrophe. Donc mobilisons-nous. Et là, c'est une association entre politique progressiste d'une part et association artistique, syndicale ou associative qui fera changer et faire en sorte que ce truc ne sorte jamais de terre. À propos du financement de la culture, alors enveloppe fermée, etc., on connaît les difficultés. Il y a des possibilités aussi, en particulier pour Bruxelles, où on sait que pour Bruxelles, le secteur de la culture est très important. Je veux dire, je ne me souviens plus du chiffre exact, mais il me semble que c'était 43% des personnes ayant un statut d'artiste sont bruxelloises, ou en tout cas établies dans la région bruxelloise, si je me trompe, rectifier. Donc, il y a une possibilité, je pense, de faire vivre l'accord de coopération Fédération Wallonie-Bruxelles-Flandre et d'imaginer des projets culturels à financer à Bruxelles qui pourraient bénéficier de facto aux artistes, en tout cas ceux qui ont un statut d'artiste à Bruxelles, et aux institutions, bien sûr, flamandes et francophones à Bruxelles. Je pense que là, on doit saisir cette opportunité de faire vivre cet accord de coopération, ce que doit faire le ou la ministre en charge de la culture dès qu'il ou elle entre en fonction, parce que ça va demander du temps, et c'est clair que les freins, côté flamand, seront nombreux, mais cette balise, ce premier cadre existe, il faut le faire vivre, et en tout cas les écologistes, écolo et Groen, seront derrière à la culotte dans la majorité dans l'opposition pour faire vivre cet accord fédéral qui est si important pour les deux communautés en question. Voilà, et pour notre position sur la réforme des décrets, eh bien, ce qui doit se faire au niveau de la formation des gouvernements, c'est-à-dire que vous soyez entendus et que ce soit un coup de pouce, j'allais dire un coup de pied au cul, mais je pense aussi qu'on peut le dire, pour vous fédérer à tous les niveaux, au niveau des artistes, au niveau des centres, enfin tout le monde, pour pouvoir faire valoir vos intérêts et vos objectifs qui sont complémentaires, complètement en phase avec les nôtres, mais fédérez-vous, et de la même façon, il sera beaucoup plus difficile pour n'importe qui de venir à l'avenir prendre des dispositions comme celle inique de Monica de Koning si vous êtes particulièrement bien fédéré. Je ne suis pas tellement inquiet pour votre secteur qui avait, par rapport à d'autres, si vous prenez les sans-papiers ou les autres, avait des relais plus que d'autres. Vous avez des Dardennes, vous avez des... Voilà, en ce moment, c'est celui qui est l'actu. Je pense que vous pouvez vous faire vivre et c'est fondamental et on sera à vos côtés. Mais fédérez-vous et on vous entendra de la même façon. Sur la question qui rejoint la question déjà posée sur le financement, la mise à plat des contrats programmes, pour voir là où on insiste, c'est quelque chose qui n'a pas pu se faire cette législature-ci. Il faudra le faire en tout début de législature prochaine pour voir comment on alloue, et ça va demander de la part des institutions une forme de transparence qui a peut-être manqué aujourd'hui. Et je pense que la transparence n'est mauvaise pour personne, à commencer pour les artistes. Merci, Monsieur Ellings. Monsieur Miller. Allez. Oui, voilà, donc par rapport à tout ce qui a été dit, j'avais déjà pris position sur certains points, donc je vais les répéter d'une certaine façon. Je l'ai dit, à nos yeux, la politique de subsidiation est absolument nécessaire. Nous portons une critique par rapport aux choix qui ont été faits. Et donc, il faut avoir une plus grande transparence sur les choix qui ont été faits et probablement mener des politiques de réaffectation des montants à l'intérieur de l'enveloppe parce que nous pensons qu'il faut prioritairement viser l'artistique. Deuxième élément sur lequel je reviens, c'est sur ce que Liné a dit à propos des gens. Oui, j'ai aussi insisté sur cet aspect tout au début de notre entretien, à savoir que je craignais un risque de déshumanisation. Ce qui est très important, c'est de maintenir ce contact humain, cette dimension humaine à travers la création artistique et culturelle, et c'est une des raisons pour lesquelles c'est d'une certaine façon ce qui justifie aussi l'intervention publique
par rapport aux politiques culturelles et artistiques. Ce n'est pas simplement pour avoir un bel objet, c'est aussi parce qu'on sait que derrière, il y a de la cohésion, il y a de l'humanité, il y a de l'humanisme, oserais-je dire. Alors, voilà. Ça, c'est un point, ce n'est pas un lapsus, c'est un point important. Benoît rappelait les principes fondamentaux d'écolo. Au niveau de notre formation libérale, tout notre projet tourne autour de la liberté humaine, et donc il est évident qu'à nos yeux, la création est un des vecteurs les plus importants de cette liberté. Le dire, c'est presque enfoncer une porte ouverte, mais enfin, il faut quand même insister sur cet aspect-là aussi. Tous les régimes politiques ne garantissent pas la liberté des créateurs. Alors, un autre élément, ça je réponds davantage à ce qui a été dit concernant la nécessité de moyens plus coercitifs pour pouvoir veiller à la façon dont les missions sont remplies par les outils culturels. Oui, mais ce n'est pas si simple que ça. Ce n'est pas si simple que ça. Comment faire parce qu'il y a quand même des choix artistiques qui peuvent être opérés par précisément l'opérateur qui a été désigné. On a évoqué la possibilité de mettre en place un organisme de régulation par rapport dans le secteur des arts de la scène. Moi, je trouve que ce n'est pas une mauvaise idée, cette idée de régulation et avec une transparence, un examen. Voilà. Par contre, le grand régulateur en Fédération Wallonie-Bruxelles pour l'audiovisuel qu'est le CSA, à mes yeux, a complètement raté sa mission. Il n'a jamais été capable de recentrer dans la RTBF sur ses missions principales, notamment au niveau de la première chaîne, TV, etc. Et donc, voilà, la régulation, il y a eu des choix politiques qui ont été faits à la tête de cet organisme, etc. Les missions n'ont pas été remplies. Et donc, moi, j'aime bien qu'on mette en place des outils pour vérifier, contrôler et tout ça, mais il faut alors qu'il y ait une volonté totale de transparence et de non-politisation de ces outils-là. Parce que sinon, c'est comme si on se mordait, c'est un chien qui se mord la queue, et on revient toujours avec les mêmes problèmes, les mêmes difficultés. C'est quand même un artiste de la Fédération Wallonie-Bruxelles qui a réussi par 2 fois à casser au niveau du Conseil d'État une décision pour Venise. Je ne parle pas de l'intérêt personnel des artistes, etc. Je ne dis pas ça. Mais quand on entend que le Conseil d'État casse parce que la majorité des membres du jury avaient déjà travaillé avec la personne choisie, ça pose un problème à ce niveau-là, mais ça pose aussi le problème de façon plus générale. Notre communauté est petite et tous les opérateurs, évidemment, se connaissent. Donc pour nous, c'est une difficulté. Comment faire? Aller chercher des experts étrangers? Ils ne connaissent pas non plus nos réalités, nos contraintes, nos besoins, etc. Et donc tout ça, ce sont des difficultés qui relèvent peut-être de ce que tu disais tout à l'heure, à savoir la nécessité peut-être de repenser une nouvelle approche de la culture en fonction aussi des premières questions qui ont été soulevées concernant le numérique. Alors concernant le numérique, tout à fait d'accord, encore une fois, les formations politiques démocratiques se sont alliées, y compris au niveau européen et au niveau fédéral et au niveau de la Fédération Wallonie-Bruxelles, pour maintenir le principe de l'exception culturelle. Monsieur De Gucht pourra raconter ce qu'il veut. Le mandat qui a été donné au niveau du Conseil des ministres, donc des conseils des ministres de l'État belgique qui nous représente, c'est le maintien d'exception culturelle. On n'a pas parlé jusqu'à présent de Mons, capitale européenne de la culture. Ça, c'est pour l'année prochaine, je suppose. Mais il y aura tout un débat, toute une analyse à ce niveau. Alors, encore un mot ou deux. Je voulais dire le moratoire, j'ai déjà répondu. Oui, voilà. Alors, je vais terminer avec ma conclusion, puisque je conclus mon temps de parole. On a tous... et vous aussi, dans votre domaine de création, on a tous nos moments importants, des moments clés. Voilà, on a chacun ses habitudes, ses façons de fonctionner. Dans un parti politique, à quelques jours des élections, il y a un événement qui a de l'importance, qui à nos yeux a une importance considérable, c'est le congrès devant lequel l'ensemble des congressistes donnent leur aval
à la politique qui va être menée et défendue. Nous avons mené ce congrès au sein du MR, et moi je suis heureux qu'un élément, un point qui ne se trouvait pas au début lorsque nous avons entamé toutes ces discussions, mais qui a émergé à travers tous les débats que nous avons eus, a été repris à la tribune par le président de notre parti, qui s'est engagé à ce que, si nous participons à une négociation gouvernementale, la mise en place d'un statut, la définition d'un véritable statut, et plus des sparadraps et des emplâtres sur des jambes de bois, sera à l'ordre du jour. Ça peut paraître une parole tenue oui, allez-y, dites-le-moi. Non, mais je vois bien, vous faites ça comme ça. Si, mais j'ai commencé par le dire, j'ai pris la précaution oratoire de le dire. On a chacun nos façons de fonctionner. Dans un parti, un congrès avec la prise de parole d'un président, appuyé par tous les congressistes, ce n'est pas n'importe quoi. C'est un engagement. Et cet engagement-là, c'est ce que j'ai dit au début de ma prise de parole, c'est la volonté de dépasser la situation actuelle qui est inacceptable et d'aller enfin vers la définition et la mise en œuvre d'un véritable statut. Merci, Monsieur Miller, pour vos engagements. Marie Arena. Voilà, assez rapidement, parce qu'on a dépassé les 14 heures largement. Et donc, par rapport à la dernière intervention de M. Young, en fait, on doit toujours privilégier la question du dialogue. Et donc, si on peut avoir des positions qui sont des positions communes établies par le secteur et qui puissent venir nous alimenter dans les négociations, parce qu'effectivement, chacun a son programme, mais on sait très bien que l'intégralité du programme de chacun de nous ne passera pas. Et donc, si on peut avoir des positions communes qu'on peut défendre effectivement dans le cadre des négociations, c'est intéressant. Je vous conseille aussi de voir au nord du pays ce qu'il y a comme position commune, parce qu'une des difficultés qu'on a rencontrées dans le statut, par exemple, c'est qu'il y avait une vraie divergence entre la situation du nord et la situation du sud, y compris Bruxelles. Et donc il est important... Voilà. Et donc c'est vraiment on est quand même dans un pays où si on arrive à avoir des positions communes nord-sud, on est plus fort pour pouvoir les défendre de part et d'autre. Le deuxième point concernant le travail d'écriture, moi je comparais souvent la question de l'écriture et de l'émergence à la recherche fondamentale. Donc on est dans ce processus-là, c'est-à-dire qu'on doit investir dans cette recherche fondamentale sans savoir où elle va nous guider, sans savoir où elle va tomber, sans savoir si elle va être entre guillemets rentable, bankable, comme disent certains dans le tax shelter par exemple. Et donc on doit investir dans cette question de la recherche fondamentale qui est l'émergence culturelle, bien entendu. Et enfin, par rapport au développement des territoires, au niveau de l'Europe, ils ont sélectionné 2 régions dans toute l'Europe qui étaient des régions qui avaient misé sur l'intelligence de leur territoire. Et dans l'intelligence, il y avait la démarche culturelle. Eh bien, il y a la région wallonne qui a été sélectionnée et la région toscane. On doit rentrer dans des logiques telles que celle-là. Les régions intelligentes qui investissent dans leur savoir, dans leur culture, doivent être des soutiens à des développements, qu'ils soient des développements sociétaux, culturels ou économiques. Donc on doit beaucoup plus valoriser ces questions de développement. Et enfin, je pense qu'il faut faire partager la culture dans le cadre de l'éducation. Je prends souvent l'exemple, dans le domaine du cinéma, l'exemple des Grignoux à Liège. Ils ont fait un travail remarquable depuis plus de 20-25 ans, et où aujourd'hui à Liège, les enfants, les adultes vont regarder les réalisations qui sont les réalisations de la Fédération Wallonie-Bruxelles. Pas parce qu'on en a fait la pub et qu'ils ont eu la palme, mais parce que simplement c'est rentré dans les écoles, c'est partagé avec les écoles. Il y a un vrai travail qui a été fait d'éducation au partage de cette culture et à la culture de manière générale. Je trouve qu'on doit aller beaucoup plus dans des exemples tels que ceux-là. On l'a fait avec l'écriture, avec de la lecture de romans rédigés par des auteurs belges. On l'a fait avec le théâtre. Je pense qu'on doit beaucoup plus investir dans cette question du partage entre l'éducation et la culture. Merci. Eh bien voilà, merci beaucoup. Merci à chacun et à chacune d'avoir accepté de participer à ce débat. Je pense que beaucoup de questions ont été abordées. Il y en a plein d'autres qu'on n'a même pas eu le temps d'aborder, hélas. Eh bien, n'oubliez pas d'aller voter dimanche. Hein? Voilà. Et vous aurez d'autres invitations, évidemment, de Présence et Action culturelle
pour poursuivre ces discussions sur les politiques culturelles. Merci à tous et à toutes. Merci.